Salut tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. Je viens de terminer le jeu de Serge Denoncourt. Serge, je le connais là, comme tout le monde, la télé. Je l'ai reçu une fois à une de mes émissions où on avait parlé du sommeil. Je le sais que c'est quelqu'un qui... c'est pratiquement un personnage dans le sens que... Il a fait sa place comme metteur en scène, mais il a aussi une réputation de dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas faire de détours, d'être impatient, d'être fougueux. Et j'avais hâte de faire le Ouvre ton jeu parce que je voulais dépasser justement toute cette image-là que j'avais de lui. Et vous allez voir, on est dans la vérité, mais vraiment, il dit des choses qu'on est moins habitué d'entendre parce qu'on dirait que les gens, des fois, ils vont garder ça pour eux. À la question, par exemple, quelle est ta part d'ombre? C'est des réponses qu'on est moins habitué d'entendre autour de cette table-ci, mais combien vrai, combien utile. Alors, j'ai l'impression que ça va vous faire réagir et c'est toujours bon de réagir parce que ça nous positionne. Et je pense aussi que pour plusieurs personnes, on va se dire enfin quelqu'un dit cette chose avec autant de facilité et garde, c'est sa vérité. Alors, je suis très, très, très contente de cette rencontre-là avec Serge Denoncourt. Alors, je vous rappelle qu'on a deux partenaires principaux. Karine Jonca Cosmétiques, qui est là depuis le premier Ouvre ton jeu et qui vous offre un rabais de 15 % sur les achats en ligne. Alors, le code promo, c'est Ouvre ton jeu 15. La même chose pour le niveau Eros, qui est notre niveau qui est tout récent, qui est le niveau avec les cartes roses. Alors, ce niveau Eros-là, notre partenaire, c'est Eros et compagnie. Alors, il vous offre aussi un rabais en ligne avec le code promo ROSE 15. Et je vous rappelle qu'on est en spectacle avec Ouvre ton jeu sur scène le 20 octobre prochain au Club du 10-30 avec Chantal Lacroix. Le 27 octobre, on s'en va à Québec. C'est aussi un dimanche à 15h à la salle Albert Rousseau. Et cette fois-là, avec PA Méthode. On espère que vous serez nombreux parce que c'est une expérience qu'on va vivre pour la première fois. Et il y aura aussi le niveau public. Donc, vous pourrez, en tout cas, vous aurez l'occasion d'écrire une question si vous avez envie de jouer de cette façon-là à Ouvre ton jeu. Alors, sur ce, il est temps de laisser la place au grand. J'ai envie de dire le grand parce que vous allez voir avec tout ce qu'il dit. Vraiment, moi, j'ai retenu des choses, mais d'être avec quelqu'un qui a autant de franchise, autant d'honnêteté, sans se préoccuper du regard des autres, ça fait du bien. Alors, place au grand Serge Denoncourt. J'ai l'air d'un vrai fou. Mon rêve, c'est d'avoir mon nom dans le dictionnaire. Puis qu'est-ce qu'on écrirait? Exactement ce que je pense de moi, c'est-à-dire metteur en scène qui a eu une production importante et significative au Québec. Mais ça se pourrait. Oui, ça se pourrait, mais... Qu'est-ce que tu vas faire? Admettons, demain, on annonce que dans le Petit Larousse... J'ai réussi ma vie. C'est pas que c'est important pour moi d'avoir mon nom dans le Petit Larousse. Ce que j'aime là-dedans, c'est que je suis mort. Puis t'es encore là. Quelque part. Toi, tu veux laisser une trace. Oui. Donc, avoir une statue... Oui, puis c'est là que j'ai choisi le métier où, tu sais, le théâtre, quand c'est fini, ça disparaît. C'est pas des films, c'est pas des émissions de télé. J'ai choisi le métier le plus éphémère, alors que j'aimerais ça laisser une petite trace quelque part. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Aujourd'hui, quelques années, j'aurais dit un homme de théâtre parce que je l'ai connu dans cet univers-là, je l'entendais parler. Je le trouvais énergique. Des fois, je n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, puis je pense qu'il s'en fout complètement qu'on soit d'accord ou pas. Et c'est ce que j'aime. Parce qu'on pose souvent la question dans le jeu, quelle importance accordez-vous au regard des autres? Et j'espère qu'il va piger cette question. J'ai envie de comprendre comment on fait pour être aussi dégagé, des fois, de l'opinion des autres et de s'assumer autant. Alors, je suis fière d'être avec lui aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il va y avoir un challenge dans ce Ouvre ton jeu-là. Alors, je vous présente Serge Denoncourt. Salut, Serge. Claude. C'est vrai que tu m'as provoqué, toi, les premières fois que je t'entendais en entrevue. Puis moi, j'aime ça parce que
t'es un personnage. Je dis pas ça négativement, mais il y a quelque chose de... Ta personnalité est très forte et dominante. Mais parce que le monde pense qu'il y a un personnage pour la télé, là, mais non. Je suis comme ça à l'apéritif, je suis comme ça dans la vie, je suis comme ça dans ma vie amoureuse, je suis comme ça avec mes amis. Puis à la télé, ben, j'ai décidé de pas changer du tout, de pas polir l'affaire, puis que si ça fait pas votre affaire, ben engagez-moi pas. Ben, je suis pas capable de changer. Tu sais, je viens de faire une émission là, qui s'appelle Serge à Paris. Puis je disais à mon producteur, si tu veux un animateur bien gentil, prends-moi pas. Je suis pas capable parce que ça va sortir tout seul, ou alors vous ferez beaucoup de montage. Puis il a accepté. Mais en même temps, est-ce que des fois, tu le remarques dans le regard de l'autre que ça provoque quelque chose? Alors, j'ai pas changé. Je dis encore toujours ce que je pense. Je pense que je le dis quand même un petit peu de façon moins blessante maintenant. Je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire de blesser quelqu'un pour lui dire ce que tu avais à lui dire, pour lui dire que tu n'étais pas content. T'as pas besoin d'être agressif. Fait que, moins maintenant, puis les gens me connaissent, fait qu'ils me voient venir à 2 kilomètres, là, ils font bon, il n'y a pas de bonne humeur. Mais oui, je le vois. Puis moi, j'ai pas de problème à m'excuser non plus. Ah! Mais ça change la donne quand on est capable de s'excuser. Oui, là-dessus, j'ai pas d'orgueil. Là. Je peux me tromper, puis je peux avoir gueulé pour rien, puis je m'excuse. Puis si la personne est capable de passer à autre chose, c'est réglé pour moi. Parce que, tu sais, dernièrement, avec toutes les... des fois, on sait plus qu'est-ce qu'on doit dire. Hein, tu le sais, on a l'impression qu'on marche sur des œufs, même si l'intention est bonne. Mais on sait maintenant, la façon prend beaucoup de place. Comment on dit les choses, comment l'autre peut l'interpréter. Et ça nous amène tous à faire une introspection par rapport à se mettre comme une observation, comment les autres réagissent. Est-ce que tu as eu à faire cet exercice-là? Toutes les 10 minutes. C'est-à-dire que comment tu t'adresses au restaurant à un serveur qui t'a pas regardé depuis 45 minutes, mais que tu le sais que tu peux pas te fâcher, que tu n'as plus le droit de te fâcher. Puis là, je fais comment je fais ça pour lui dire quand même mon mécontentement, mais oui. Puis, c'est pas une mauvaise chose là, qu'on soit obligé de s'adapter. Par contre, moi, je dis beaucoup aux plus jeunes autour de moi, hey gang, donne-moi le mode d'emploi. Aidez-moi un peu. Parce que j'ai l'âge que j'ai la vie que j'ai, puis tout à coup, parce que je t'ai pas appelé Yel, je suis un monstre. Mais je le sais pas, je savais pas, moi, que t'étais fluide. Je le savais pas. C'est pas écrit dans ton... Après ça, je m'en fous. C'est ça. On va t'appeler ce que tu veux. Oui. Je savais pas que ce que je viens de dire est offensant. Sincèrement, je le savais pas. Puis je pensais pas. Explique-moi ça. OK, ben écoute, ça arrivera plus. J'ai pas de problème avec toute cette affaire-là de woke, là, si c'est ce que les plus jeunes ont envie de nous enseigner. Mais justement, prenez le temps de nous aider un petit peu. Moi, quand j'ai commencé à faire la mise en scène, Marie-Claude, là, tous les metteurs en scène pétaient des crises. Pas moi plus que les autres. Là, ça faisait partie de la description de la job. Puis là, on n'a plus le droit. Je fais, OK, mais comment je te dis que je suis pas content? Parce qu'on a encore le droit de pas être content. Ben, tu sais pas ton texte, t'arrives en retard, tu manques de respect pour tes camarades. Comment je te le dis, ça, sans te vexer? Parce que là, tu me vexes, toi. Parce que ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas juste parce que tu as moins de 30 ans que tu as le droit d'être vexé. Nous, les plus de 30 ans, on a le droit d'être vexés aussi par la façon dont on s'adresse à nous, par la façon dont on nous traite parfois comme si on était des dinosaures. Tu sais, moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais gay. Puis ça prenait un certain courage pour t'afficher. Moi, je faisais des tapis rouges avec mon chum puis tout. Là, maintenant, les plus jeunes me regardent, moi, gay, comme si j'étais l'affaire la plus straight de sa planète. Parce que je suis pas gender fluide, non-binaire. Là, je fais, hey, les amis, là, il y a du monde avant vous qui se sont battus, là. Parce que d'être gay, c'était pas accepté partout. Il y en a encore qui le disent pas. Oui. Tu sais, il y en a encore, c'est-à-dire qu'ils en font un secret. Ça leur appartient, mais je veux dire, c'est pas facile pour tout le monde. Là. Ce que tu as fait, justement, ça fait quand même quelques années de ça. Ça fait beaucoup d'années. J'ose pas dire. Ça fait 45 ans. Bon, 45 ans. Bien, 45 ans, c'est sûr, si les jeunes ou les gens, en tout cas, retournaient regarder les nouvelles de cette époque-là, ils n'en verraient pas beaucoup sur les tapis rouges. Mais je me suis fait répondre, moi, dans les dernières années, ah oui, mais toi, c'est facile pour toi.
t'es un homme blanc homosexuel. Je fais, voyons, excuse-moi, là. Homosexuel, gay, on a mené une bataille, on faisait partie. Tu sais, LGBTQ+, on dirait que nous, les hommes blancs gays, on fait plus partie de ça, on est trop straight. Je fais, hey, les amis. Puis aussi, il y a un petit devoir de mémoire, là, c'est-à-dire que si t'as 22 ans, puis que tu penses que tu réinventes le monde parce que t'es gender fluide, on peut prendre un café, puis je peux te raconter des affaires de 1976, puis de 1980, puis du sida. Mais c'est tellement important. Tout a changé à ce moment-là. Oui. T'sais, moi, je me souviens, moi, on dirait, j'ai 55 ans, puis partout où j'arrivais, après l'université, il n'y avait plus de job, c'est la crise économique, on dirait qu'on se faisait tout couper, et le sida a coupé la liberté. Oui. Et ça, c'est ce que tu dis, c'est tellement intéressant, parce que, tu sais, souvent, on parle de la transmission entre les générations, mais moi, c'est ça, cette histoire-là justement, de la sexualité, de la liberté, parce que moi, la génération avant l'a connu. Totale. Toi, tu l'as connu. Je l'ai connu pas longtemps, mais je l'ai connu. Tu l'as connu. Jusqu'à 23 ans. C'est ça, ça a existé. Tu sais, moi, je veux dire, moi, j'ai des amis qui étaient des baby boomers, mais qui sont encore, mais je veux dire, ils ont connu une autre époque, là. Oui. Moi, je l'ai pas connu. Tu sais, au moment où j'aurais pu le connaître, c'est la peur qui était. La sexualité était associée à la peur. Mais, il n'y avait pas de liberté. Je vais dire pire que ça. Moi, je m'en souviens parce que était associé à la mort. On avait peur de mourir. Oui. On pensait à la mort. On rentrait dans le lit avec quelqu'un, puis on avait une angoisse de mort. Ils ont plus ça parce que maintenant, il y a une médication. Je me suis dit, c'est quand même pas il y a 200 ans, là. Fait que ça nous a restreints, c'est comme ça, on marchait les fesses, tu sais, on avait le ventre. Moi, j'étais un fidèle de tempérament. Ouais. Fait que, un moment donné, j'avais un chum, puis on s'est juré. En tout cas, on s'est juré de faire attention. Fidélité, mais faire attention, oui, faire attention. On ne mettrait pas la vie de l'autre en danger pour... Moi, j'ai un ami qui est décédé du sida dans les années 80, au début des années 90, puis il n'y avait pas grand traitement, là, je veux dire. Non. C'était... et tu voyais la souffrance, tu voyais aussi le jugement, la peur de... Quand c'est arrivé, les gens oubliaient ça. On ne savait pas si ça se pognait par une poignée de main, par un bec. On le savait pas. Fait que là, tout à coup, tu avais un ami qui avait le sida, qui était à l'hôpital, puis là, on disait, on va-tu le visiter ou on le laisse mourir tout seul? Parce qu'on va-tu le pogner en touchant à sa poignée de porte? On ne savait pas. Ouais. C'était... et effectivement, ça a changé complètement la vie sexuelle du monde entier. Ah, mais complètement. On est tout le monde... c'était la liberté. Et je te dirais, c'est pas tellement sexuel que c'était... Tu sais, fin 70, début 80, c'était le gros fun. C'était les années disco. On sortait, on dansait, bien sûr, on faisait l'amour, etc. Il y avait une insouciance qui était formidable. C'était comme les années folles, mais c'était les années 80. Mais en même temps, il n'y avait même pas encore une grosse dette. Tu sais, mais tu sais, je veux dire, l'arrivée des cartes de crédit s'est faite dans les années 70. Les REER sont arrivés un peu après parce que là, il y avait comme un surplus d'argent. Tu sais, même l'économie... Tout était prospère. Là, est arrivé le début des années 80, il y a eu une première crise. Après ça, dans les années 90. Mais il y avait quand même... Il y avait une... Je pense, puis ça, dis-moi si c'est vrai, tout était possible. Ah oui? Mais je te jure, l'avenir était devant nous. C'était le gros fun du début des années 80. Et ça aussi, les plus jeunes n'ont pas vécu. Puis moi, je suis pas nostalgique du tout, là. Je suis plus historique. Mais c'est comme... C'est un devoir de transmission. Oui, exactement. Puis de dire, il y a une génération qui est la mienne, et elle est un peu plus vieux aussi, qui se sont beaucoup battus. Tu sais, personne ne se souvient de ça, que le pape est venu, puis qui ont vidé, cleané les rues de bars gays et de prostituées pour que la ville ait l'air propre. Puis que moi, j'ai fait une manifestation, je devais avoir, je sais pas, 20 queues, pour qu'on dise, hey, un instant, là, on n'est pas des parias. On n'en parle plus de ça. Ça n'intéresse plus personne. Puis moi, je veux pas dire, dans mon temps, là, vraiment, j'haïs ça, dans mon temps. Mais ça fait partie de l'histoire. Mais de dire d'où tu vis. Pas moi. Vous, d'où vous venez. Ouais. Vous venez de ce Québec-là. Puis là, moi, je parle des années 80. Mais mon père, je veux dire, les gens allaient peu à l'université, des familles d'ouvriers. L'homosexualité, voyons donc, ça n'existait pas. On n'avait pas le droit. Puis tout le monde avait un mononcle taponneux. Puis on n'en parlait pas. On vient de tellement loin et en tellement peu de temps, le peuple québécois a évolué, mais à une vitesse
incroyable là, depuis la Révolution tranquille. Là. Le peuple québécois a été d'une résilience, a évolué, s'est éduqué, s'est cultivé, s'est mis à manger d'autres affaires, s'est mis à voyager. Et moi, je fais partie de cette génération-là qui a profité de ça, de cette ouverture sur le monde. Tu sais, je suis né en 62, puis en 67, c'était l'Expo. Oui. Ouais. T'en souviens-tu? Est-ce que t'es allé, toi, à l'Expo? T'étais tout petit. Hey, Marie-Claude, si je m'en souviens, j'avais 5 ans. Mes parents m'ont amené. Le carrousel, tu sais, le carrousel de quelle famille, là? Oui. Je suis monté dedans. Hey, j'ai un souvenir précis. Là. J'ai 5 ans, puis j'ai un souvenir précis, puis tu vas comprendre pourquoi. Puis là, le carrousel a ralenti. Puis ça s'est donné que j'étais de l'autre côté. Il a arrêté de l'autre côté d'où mes parents étaient. Je suis descendu. J'ai pas trouvé mes parents. Je me suis perdu dans une foule d'1 million. Et là, mes parents ont été très, très, très discrets, etc. Et on a entendu dans tout l'Expo 67, Terre des Hommes, les parents du petit Serge de Noncourt sont invités à venir le rechercher aux enfants perdus. Hey, mon père était tellement maudit là, qu'il m'a pogné. On est retourné dans le char, on est retourné à Shawinigan. J'ai fait honte, complètement honte. Je me suis perdu à l'Expo 67. C'est ça mon souvenir. C'est super, hein? Je vais prendre mon... Mais on a entendu ton nom. Oui, les partout. parents du petit Serge de Noncourt. Parce que ton père a eu peur. Ben, premièrement, ils ont eu peur de m'avoir tes perdu deux parents dans ont eu une peur. foule comme ça. Mais moi, chez nous, là, il n'y avait pas personne qui était plus... On disait pas notre nom dans des micros, là. Moi, quand j'ai décidé d'être metteur en scène ou comédien, là, mon père, il était pas... C'est pas qu'il avait honte. Il disait, on fait pas ça, nous autres. On fait pas ça, on se met pas de l'avant. Fait que là, on n'attire pas l'attention. Imagine-toi, on n'attire pas l'attention. C'était pacté, là. Puis dans le gros micro, là, on a entendu ça, là. Les parents du petit Serge de Noncourt. Puis pour mon père, ça voulait dire aussi les parents du petit Serge de Noncourt, qui est un total niaiseux de s'être perdu puis de pas être descendu du bon bord, là. Puis j'avais honte, là. J'avais l'impression que j'avais fait la gaffe du siècle. Maintenant, avec le recul, est-ce que t'en ris aujourd'hui? Oui, j'en ris. Mais t'as pas vu l'Expo Mais 67 je l'ai pas vu. à cause de Puis ça. mon petit cœur a débattu beaucoup. Tu penses que t'as perdu tes parents, t'as 5 ans, t'es dans une foule de... Puis t'es avec des amis plus aventureux que moi. Eux autres, le carrousel n'était pas complètement arrêté. Ils ont débarqué devant leurs parents. Moi, l'enfant parfait, l'enfant plate, le premier de classe, j'ai attendu que le carrousel soit bien arrêté pour être sécuritaire, mais de l'autre bord. Niaiseux. Mais en même temps, ça devait être la plus grande foule que t'aies jamais vue de ta vie. Ben, Je veux dire, Expo 67. Ça n'avait pas de sens. Mais moi, tu le sais, là, je l'ai dit 1000 fois, je suis Asperger, donc j'ai des espèces de patentes, dont avoir des souvenirs très, très précis, même très, très jeunes. Puis écoute, je me souviens du Gyrotron. Je me souviens de ce manège-là. Je me souviens d'avoir pleuré puis d'avoir fait honte à mon père, parce que mes petits amis, René Hébert puis Michel Hébert, sont montés sur un dromadaire puis un éléphant. Puis moi, je ne voulais pas, ça pue, je voulais pas monter là-dessus. Puis mon père disait, voyons, on est parti de Shawinigan pour venir à l'Expo, essayer l'éléphant. Puis là, non, je veux pas. Écoute, c'est pas un enfant tannant, mais j'étais précieux. Mais là, tu comprends pourquoi maintenant. Oui. C'est ça aussi la force d'un diagnostic. Oui. C'est que tu peux revoir ta vie avec ce filtre-là. Absolument. Mais moi, je suis pas... Écoute, là, j'étais un enfant, je jouais pas dehors, j'avais pas d'amis, mais j'étais un enfant heureux, malgré tout. Fait que... Mais c'est ça que c'était ton besoin. Fait que tant pis, tu sais, j'avais pas d'amis, c'est pas grave. Ça me manquait pas. Donc, tu sais, je suis pas pour faire pitié, là. Ça me manque. J'étais très bien avec mes marionnettes puis mes livres. Puis tes parents t'ont laissé aussi. Ouais, ils ont été formidables là-dessus. C'est ça, parce que t'aurais pu avoir des parents qui comprennent pas ça, là. Ils se sont essayés une couple de fois. Pourquoi tu vas pas jouer dehors? Ça me tente pas. Non, ça ne tente pas. Ils ont été formidables d'acceptation de l'enfant différent. Mais comme j'étais bon à l'école, comme les professeurs n'avaient rien à dire contre moi, j'étais un enfant tranquille. Ils se disaient, écoute, bon. Mais le fait qu'ils acceptaient ça, tu te sentais pas différent. Non, j'ai compris plus tard, en fait. C'est ça, parce que comme tu étais bien dans ton environnement, puis tes parents questionnaient pas ça quotidiennement... Ben, eux, ils savaient parce que j'avais eu un diagnostic. Ah, tu l'as eu jeune, ton diagnostic? Oui, c'est un choix qu'ils ont fait. Ah! Ouais, ça, je savais pas un drôle de choix. Ils n'ont pas dit ni à mes frères et sœurs, à personne, en fait. Fait qu'ils ont dit, moins de monde le sait, plus lui, il fait sa vie, puis personne fait « Ah, le pauvre petit gars, il a un diagnostic. » Fait que moi, mon frère l'a su il y a une dizaine d'années quand je l'ai dit à la télévision.
Puis toi, tu l'as su à quel moment? Officiellement à 17 ans. Parce que moi, je voyais bien qu'il y a quelque chose qui marchait pas. Là, j'ai comme un petit peu confronté mes parents qui m'ont dit, ben, t'as eu un diagnostic quand t'avais 5 ans, parce qu'ils n'ont pas voulu médication. Ils ont eu raison. Et là, je suis retourné voir, moi, un psychiatre qui m'a diagnostiqué officiellement, puis j'ai fait, ben, c'est ça que j'ai. Puis ils ont fait, ben oui, mais nous, on le savait, mais ça va bien, là, tu vas à l'école, puis voilà. Puis ils ont eu raison, parce que j'ai pas eu de passe-droit, parce que j'étais Asperger. Fais comme tout le monde. T'aimes pas ça, mais c'est ça pareil. Fait que tu y vas, t'es en groupe, avec plein de monde, puis tu pleures, puis t'as ton premier cours de natation, puis t'es dans le milieu de la piscine, puis tu pleures, puis ils font, ben, c'est ça, c'est la vie. Fait que, écoute, mais non, ils n'ont pas fait attention. Ils ont décidé de m'élever comme mes autres frères et sœurs. Pareil. Sans forcer. Sans forcer. C'est ça que je trouve. En respectant ma personnalité. C'est ça que je trouve de tes parents exceptionnels. Ils te l'ont pas dit, mais en même temps, ils n'ont pas joué. Ils n'avaient pas non plus la tête dans le sable. Non, puis ils savaient que, par exemple, si je passais des heures et des heures à lire, ils disaient, il est comme ça, tu veux qu'on fasse? Il est comme ça, mais il est pas malheureux, il nous dérange pas. C'est ça, ils comprenaient que tu étais heureux là-dedans. Ils s'appellent tes parents, est-ce qu'ils sont encore vivants? Non. Ils sont décédés? Parce que moi, ma mère m'a eu à 40 ans. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, fait que c'est drôle parce que c'était des gens des années 50, on va dire. Ils ont eu mes frères et sœurs dans les années 50. Puis avec le recul, je me rends compte à quel point ils étaient modernes. Mais à quel point peut-être parce qu'il y avait eu des enfants plutôt avec ma sœur et moi, là, ils étaient tellement modernes. On sort à l'âge qui a de l'allure, là. On sortait, on rentrait tard. Ils nous disaient qu'ils n'étaient pas contents, mais il n'y avait pas de crise. Il n'y avait pas de faites attention à la drogue. C'était comme faites vos expériences, mais faites-le dans le respect. Puis mes amis adoraient mes parents, qui étaient les plus vieux de toute la gang, là, tu sais. Non, ça a été pour des gens pas éduqués, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils avaient une espèce d'intelligence du cœur qui était exceptionnelle. Qui surpassait tout le reste. Ouais. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton jeu? Hey, moi, je suis prêt, là. T'as pas d'idée. Alors, on a des cartes vertes qui sont des cartes générales. Mais tu sais, je les choisis quand même parce que il y a... Ah, tu triches. Je triche. Faut quand même que j'écrive les cartes, on s'entend. Là, il y en a 8. J'aurais pu t'en mettre 50, mais on en a choisi 8. Ensuite de ça, et ça, c'est ton jeu. Tu t'en vas avec ce jeu-là parce que, tu sais, même si les questions reviennent, il n'y en a aucun qui va être identique. Les questions jaunes commencent à être personnelles. Les questions rouges, ce sont des questions complètement personnelles. Les questions roses, c'est un nouveau niveau qu'on a depuis quelques semaines, Serge. C'est le niveau Eros. Ma fille, tu vas t'ennuyer rare. Mais on parle de sensualité, sexualité, plaisir. On va dans tous les aspects du niveau rose, du niveau Eros. On a une question à la fin. Je garde toujours sur une question qui est toute douce. Et tu as ton joker. Si jamais tu veux pas répondre, que tu es tanné de la sous-question. J'ai hâte de voir. Si tu vas le déposer. C'est pas mon genre. Mais... OK, en cas. Mais la minute que tu le déposes, je passe à une autre question. Okay. Je respecte ça. Donc, tu vas brasser les cartes et tu vas m'en donner 5. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une. Dans toutes les couleurs? Ou juste là dans les verts? Juste dans les vertes. Après ça, on va faire la même chose pour les jaunes. C'est comme tu m'en donnes 5. Ah, je t'en donne 5? Oui. Tu m'en donnes 5. Tu vas en choisir une quand je vais te les lire. 3, 4, 5. Donc, ça te permet de choisir. Oui. Quel sens donnes-tu au mot famille? Comment réagis-tu à l'autorité? Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Quel défaut tu ne voudrais donner à personne? Qu'est-ce qui te rend vulnérable? OK. Quel tu choisis? Donc, tu avais la famille, l'autorité, le trait de caractère sur lequel tu as dû travailler, le défaut que tu voudrais donner à personne, puis qu'est-ce qui te rend vulnérable? Qu'est-ce qui me rend vulnérable? Allons-y. On parlait au tout début, là, moi, l'opinion des autres ne me dérange pas. Donc, ça ne me rend pas vulnérable ce que les autres pensent de moi. Ce qui me rend vraiment vulnérable, c'est étrange parce que j'ai pas d'enfant. J'ai pas je suis pas en couple. J'ai pas de famille autour de moi. J'ai plein de gens autour de moi. Je ne supporte pas les enfants malheureux. Mais ça, t'as même pas d'idée, là, au point que j'ai créé un projet en Serbie avec des enfants qui vivent dans la rue
Pas parce que je suis fin, puis je suis donc bien... Parce que je supportais pas cette affaire-là. Je me disais, faut que je fasse quelque chose. J'ai une vie privilégiée, je vis bien ma vie. Ça se peut pas. Pour vrai, là, je chiale, puis je fais mon métier, puis je fais mes affaires, puis j'ai une belle vie. Puis j'ai une vie, on va dire, de privilégié. Ce qui gâte mon plaisir dans la vie, c'est de savoir qu'il y a des enfants au Québec qui n'ont pas un déjeuner tous les matins. De savoir qu'il y a des enfants au Québec, dans ma ville, qui sont abusés sexuellement. Et je sais que ça a l'air d'une drôle d'affaire parce que ça fait pas partie du tout de mon quotidien. Ça me rend complètement... Ça gâche ma vie, je sais pas comment dire, mais ça... Puis tout le monde fait, mais pourquoi toi tu penses à ça? Je le sais pas. Est-ce que tu t'en souviens la première fois? Tu dis, moi j'ai une facilité à... J'ai comme des moments qui ont une empreinte. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as ressenti ça? Mais je pense qu'enfant, il y avait des enfants dans ma classe ou dans mon quartier qui étaient moins... Puis moi, pourtant, on était pauvres, là. Mais pauvres heureux. Puis moi, j'ai vu dans mon quartier à Shawinigan des pauvres, des petites filles qui avaient des vêtements rapiécés, puis tout le monde riait de cette petite fille-là. Moi, je me faisais traiter de tapette quand j'avais 5 ans puis 6 ans. Ça me faisait de la peine, évidemment, mais moi, l'enfance malheureuse, c'est qu'on n'est pas tous égaux devant Dieu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des enfants qui ont une enfance de merde. Les enfants à Gaza aujourd'hui. Puis là, je rentre pas dans qui a raison, qui a tort. Tu parles des enfants, là. Les enfants à Gaza aujourd'hui, là. Ils n'ont pas de toit, qui perdent leur... Voyons donc qu'en 2024, on laisse faire ça. Voyons donc qu'au Québec, qu'on est un pays riche, même si on est endetté, il y a des enfants qui ne mangent pas. Oui. Ça me... Moi, ça fait des années que je suis ambassadrice pour les Auberges du Cœur. C'est des jeunes entre 12 et 30 ans qui se ramassent dans la rue et que les Auberges du Cœur vont essayer de ramener, de donner un sens à leur vie, en fait, de retrouver un sens à leur vie à travers toutes sortes de choses. Mais, tu sais, quand je les rencontre, là, ces jeunes-là, puis qu'ils me racontent leur enfance, Serge, c'est... Tu sais, je veux dire, c'est à Joliette, c'est à l'Assomption, c'est à Victoriaville. Ils sont pas à Gaza, c'est à Cap-Rouge. Ouais. Tu comprends-tu? T'es écoutes parler, puis là, tu dis, OK, toi, c'était ça, ta vie, ton enfance, puis tu me parles encore, c'est déjà extraordinaire que tu sois capable de me parler, là. Mais sais-tu pourquoi? Je pense aussi que ça m'impressionne. Moi, je suis pas résilient du tout. Je ne suis pas résilient. Ouais. Donc, quand je le vois chez les autres, j'admire ces gens-là qui sont passés à travers des choses incroyables, puis qui sont là, puis qui ont passé au travers, puis qui parlent avec toi, avec moi, alors que moi, mes toasts brûlent le matin, puis je ne veux plus aller répéter parce que je t'en maudis. Puis j'ai fait, moi, avec mon groupe en Serbie, le show a bien marché, puis là, on est invité au Lincoln Center, un show extérieur, un espèce de festival. Et là, ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. On est excités, on est à New York. C'est la consécration. Et ils annoncent une alerte météo. Orage, mais énorme. Il faut tout annuler. Je fais, mais non. Voyons, ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. Ça fait, on a payé, on a des commanditaires qui ont payé les avions. On est là, on est prêt. Et l'orage est arrivé exactement au moment du show. Moi, je suis allé me cacher. Je pleurais, là, mais je pleurais. Ma soeur était avec moi, elle est venue me chercher. Elle dit, il faut que tu viennes les voir, là. Tu peux pas les laisser là. Ils se demandent tous, il est où Serge? Là, je suis pas capable. Là, je suis arrivé, puis on fait... Tu vois, Serge, nous, on est tellement malchanceux que même pour notre spectacle à New York, Dieu a décidé qu'il y avait une tempête. Ils riaient. Ils ont fait il y a un monsieur d'un bar qui fait de la musique à New York qui nous a invités. On a fait le show dans un bar qui était plein. Eux, résilience. Moi, là, j'en voulais justement à Dieu, à diable, à tout. J'en ai voulu au monde entier pendant des semaines. Eux, c'était réglé. Alors que ça te donnait rien. Mais là, c'est grave parce que c'est des petits gars de 12 ans puis de 14 ans qui me donnent une leçon de vie. Fait que c'est peut-être de là aussi
mon espèce de lien avec ces enfants. Il est en train de te dire, perds pas de temps sur ce que tu ne contrôles pas. Oui, oui. Puis il est en train de me dire aussi, garde, Serge, nous autres, là, un jour sur deux, on mange pas. Fait qu'il y a un orage. On va s'en remettre. Puis j'ai appris un peu. Ça te fait travailler sur oui, toi. Oui, complètement, complètement. Et qu'est-ce que ça t'apporte de côtoyer ces enfants-là? Mon Dieu. Tout. Ça a été le... Mais pas juste ces enfants-là, d'ailleurs. Moi, ça, c'est l'Asperger aussi, mais je suis très, très à l'aise avec les enfants. Et les enfants m'adorent. Et je fais pas bubu, gugu. Moi, je reste Serge Denoncourt, bougon. Puis je dis aux enfants, « Oh là, tu m'énerves. Puis va te laver. » Je leur parle comme ça. Ils rient, ils sont morts de rire parce que les autres comprennent très bien qu'il n'y a pas d'agressivité. Exactement. Eux, ils comprennent du premier coup. J'ai le temps de te raconter une histoire qui est... Et si tu as tout le temps? Ouais, je pense, l'histoire qui me bouleverse le plus. Moi, je m'en vais monter un show avec ces enfants-là qui mangent pas, qui vivent dans des maisons en tôle, puis tout. Puis personne s'occupe d'eux. Puis je gueule. Ils sont en retard. Je suis tanné, on l'a appris cette chorégraphie-là, voyons, vous êtes mou, qu'est-ce qui se passe? Puis là, une journée, je fais, « Hey, Serge, t'arrêtes pas de gueuler après eux autres, alors que t'es supposé te faire un truc humanitaire. Tu leur rends la vie pire que ce que leur vie sans toi. » Fait que je fais, demain, je vais leur parler, parce que ça n'a plus de bon sens, cette affaire-là. Le lendemain, il dit, Serge, on veut te parler. Je fais, non, moi avant. Non, nous, on veut te parler avant. Je fais, voyons, je voulais vous dire quelque chose. Non, on veut te parler. Hier, on est parti d'ici, puis on s'est réunis, la gang, puis on a fait, hey, là, moi, je suis tanné de me faire crier après, là. Tu sais, si on est là pour se faire crier après, tout ça. Puis là, on a discuté. Puis on s'est dit, mais qui crie après nous autres dans la vie? Personne. Fait que si ça, j'écris, ça doit être parce que lui, il pense qu'on peut faire quelque chose. Fait qu'on voulait te remercier. Écoute, j'ai pleuré comme un enfant devant eux. Eux, ils avaient compris que toute ces crises-là, puis tout, c'est parce que je les aimais. Ce qui était le cas. Mais j'ai des acteurs adultes, professionnels qui comprennent pas ça. J'ai plein de gens dans ma vie qui comprennent pas ça. Puis ces petits culs-là, ben, eux autres, ils ont fait « Crie, Serge. C'est comme ça que toi, tu peux nous dire que tu nous aimes. Nous, tant qu'on sait que ça veut dire « je t'aime ». Probablement le moment le plus bouleversant de ma vie. Et est-ce que tu as crié encore après? Oui. Oui. J'ai une affaire qui est drôle. Si j'y retourne, mais là, moi, je suis pas là à temps plein. Puis il y a un documentaire qui a été fait par Jean-Claude Labrec là-dessus, où je leur enseigne et tout. Puis il y a des tout petits que je connais pas, tu sais, qui sont formés par ceux que j'ai formés. Puis quand j'y vais, les tout petits, ils veulent absolument avoir une classe avec moi, là, de théâtre, tout ça. Ils sont déçus quand je crie pas. Fait que les plus grands m'ont dit, fais semblant de te fâcher un petit peu, parce que ils veulent avoir le même traitement que nous, on a eu il y a 15 ans. Quelle perception, oui, hein? C'est drôle, Parce que toi, tu vois... En fait, ce qui te rend, j'ai l'impression, impatient, c'est probablement de voir le potentiel et de pas l'atteindre. Mais eux, tout le monde m'avait dit, tu pourras jamais faire un show avec eux. Fait que j'avais une espèce d'affaire de je vais prouver au monde entier que tu peux prendre une ça gang va marcher. De Rome puis prouver qu'ils peuvent faire un show. Ça a pris 2 ans. J'ai pleuré, j'ai crié, mais on l'a fait, puis on a gagné un prix au Festival de jazz ici, puis on est allé à New York, puis on est allé à Londres, puis mais moi, je le faisais pas pour moi, là, tu sais. Je voulais qu'eux le prouvent. Puis quand je les voyais lâcher, quand je me disais non. Tu sais, il y avait un petit garçon. J'avais fait, si vous travaillez fort, parce que là, ils disent on est accepté nulle part. Puis c'est vrai, là, ils peuvent pas aller au centre-ville, ils se font cracher dessus. Moi, je les croyais moyens, mais ils m'ont dit viens avec nous. Puis je suis allé avec eux, puis je me suis fait cracher dessus, moi. Tu sais, j'ai vécu le racisme par la bande, si tu veux. J'ai fait ah oui, OK. C'est une violence infinie. Fait ils disaient on n'a pas envie d'y aller au centre-ville, fait qu'on reste dans notre ghetto, etc. Puis j'ai fait l'art est une façon de convaincre les autres qu'on a une valeur. Les Noirs aux États-Unis, c'est comme ça qu'à un moment donné, là, ils chantaient, ils dansaient, et les gens les ont vus autrement. Fait que je leur dis, je vous le dis, je vais vous amener en Amérique faire le show. Hey, eux autres, là, ils ne croient pas à ça. Fait qu'il y en a un qui me dit, in your dream.
fais OK. Le soir de la première, au Festival de jazz à Montréal, je suis sur scène, puis je présente le show pour dire que c'est un show immunitaire, tout ça. Hein. Puis il y a un garçon qui s'appelle Sénad qui y croyait pas, comme la plupart d'entre eux, et qui m'a dit, j'ai dit, je vais t'amener au Festival de jazz, il m'a dit, in your dream. Et là, c'était extraordinaire. Là. J'ai fait, Sénad, est-ce que tu peux venir sur scène, s'il te plaît? Il est venu, il y a 14-15 ans, là. Les gens l'applaudissent, et j'ai fait, bienvenue dans mon rêve. Il m'avait dit, in your dream, mais tu y es dans mon dream. Tu y es. C'est un moment émotionnel. Les gens pleuraient dans la salle. Moi, je pleurais sur scène. Ils m'ont fait beaucoup pleurer, ces enfants-là. Mais tu vois, moi, je suis un loyal. Je suis toujours en contact avec eux. Les plus vieux, qui sont mariés, qui ont des enfants. Parce que on a créé une vraie relation. Puis que là, après ça, tu fais pas, bon, je l'ai fait. Puis tu as été déterminant. Je pense, pour certains, oui. Pour certains. Pour certains, oui. Ils ont compris que ton impatience, c'était de l'amour. Oui. Puis ils ont compris aussi que tous les gens qui n'ont aucune impatience avec eux, c'est parce qu'ils s'en calissent. Excuse-moi, on peut-tu sacrer à ton podcast? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, puis tu le fais en même temps, c'est respectueux la façon. Moi, je trouve que ce que tu viens d'exprimer en disant ça, c'est une émotion. Mm-hmm. Complètement. Tu sais, les sacres, il y en a pour qui c'est religieux. Ouais. Moi, des fois, je trouve que c'est un chemin rapide pour... moi, je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien? Ben oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Est-ce que tu sacres beaucoup dans la vie? Beaucoup, mais avec... une drôle de phrase. Avec respect. C'est-à-dire que je trouve que ça fait partie de la langue québécoise. Ouais. Puis qu'on en fait des verbes, puis on s'en... Tu sais, les Italiens, ils utilisent cazzo, qui veut dire pénis. Ils l'utilisent à toutes les sauces, puis ils font des verbes, etc. Nous, on sacre, mais ça fait partie de... Tu sais, les Français, ils font pas de verbes avec leur putain, etc. Nous autres, on a un affaire. Ah oui, nous autres, on le conjugue. On le conjugue. Oui, tout à fait. Fait que moi, je trouve qu'il y a une espèce de richesse drôle là-dedans. Notre façon de blasphémer est quand même colorée au Québec. Moi, fait que je me dis... Puis quand j'étais petit, là, c'était interdit. Moi, personne sacrait chez nous. Là. Les premières fois que j'ai sacré adolescent, j'avais l'impression de faire une affaire là, complètement illégale. C'est peut-être pour ça que j'aime ça aussi. Mais tu sais, dans le documentaire de Céline Dion, Je suis Céline Dion, il y a un moment où c'est très tragique, où elle fait une crise. Et après, elle chante, puis elle finit en disant « Estique ». Et quand elle a dit « Estique », il y a eu une grosse réaction dans la salle. Parce qu'on se reconnaît dans le « Os ». Oui, puis c'est une super méga star qui a dit « Ostique ». Ah, puis tu sais, avec le... On comprend le que je pars de loin, puis où est-ce que je m'en vais? Ouais. Tu sais, on sentait tout ça. C'est fou, ça nous appartient, ça. Alors, je vais choisir ma question. Ouais. Attends. Bon. Quel défaut tu ne voudrais donner à personne? L'impatience. Puis là, c'est pas une affaire genre, franchement, Serge, t'as des plus gros défauts que ça. Non, j'ai plein de défauts. L'impatience est un vilain défaut. Je suis impatient avec les autres, je suis impatient avec moi, je suis impatient au restaurant, je suis impatient sur mes shows. Donc, je crée une tension autour de moi continuelle que j'essaie, évidemment, là, de résorber. Et c'est un défaut horrible parce que toi, t'es pas heureux. Non, c'est ça. Les autres sont pas heureux. Tu fais, ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on attend, là? Qu'est-ce qu'on attend? Puis moi, je me suis rendu compte de comment j'étais insupportable en voyant, elle va dire, lâche chez moi, Denise Filiatro, qui fait ça aussi. Voyons, qu'est-ce qu'on attend? Quelle heure le pain? Puis là, tout le monde fait, voyons. Puis ça crée une espèce de... Ben, t'es plus toi-même, même autour de quelqu'un d'impatient, parce que t'as l'impression que t'es jamais à la bonne place. Exactement. Et t'as toujours l'impression que t'es incompétent. Ben oui, t'es pas à ton meilleur, là. Alors que moi, là, c'est jamais pour rabaisser l'autre, c'est que j'aimerais ça que tout aille plus vite. Parce que j'aimerais ça, au lieu de faire 5 shows par année, en faire 10. Puis avoir le temps de faire 10 voyages en plus. Mais après quoi tu cours, Serge Denoncourt? OK. C'est drôle, hein? Le monde dit « je suis workaholic », tout ça. Non, je suis curieux. Je veux rencontrer du monde. Je veux faire des shows. T'as-tu peur de mourir, toi? Oh mon Dieu, oui. Oh mon Dieu, oui. Tu repousses la mort comme ça.
Ouais, tu pourrais le dire, mais moi, j'ai peur de mourir là, pour les mauvaises raisons. Là. OK. C'est-à-dire que je fais, si je meurs, mais je ne verrai pas le documentaire sur Céline Dion, parce que je vais être mort, puis je ne saurais pas si Trump rentre au pouvoir, puis je ne saurais pas si le maudit Poilievre va rentrer au pouvoir dans mon pays, puis je veux pas, mais je vais être mort. Alors, c'est niaiseux, je le sais, là, c'est pas logique. Ben, c'est pas niaiseux, c'est ta réalité, c'est pas niaiseux. Ouais, mais ça, là, alors là, moi, j'ai une liste de livres, tu n'as pas d'idée, qu'il faut que je lise avant de mourir. Des pays que je veux visiter avant de mourir. Des shows que je veux monter avant de mourir. Fait que t'imposes ça aux autres. Oui, absolument. Mais moi, je leur dis aussi, souvent, ma phrase, c'est « Hey, la vie est trop courte, là. On n'a pas le temps de niaiser avec ça. La vie est trop courte. On n'a pas le temps de s'angoisser avec ça. La vie est trop courte. » La vie est trop courte, mais ta veux pleine en maudit. Oui. Ben écoute, on en a juste une. Ouais, mais t'es-tu obligé de tout voir? J'aimerais ça. T'as Mais je te vraiment, jure, là, t'as ce désir-là, ma mais... peine, là... ma peine, c'est de dire, ben, je pourrais pas visiter tous les pays du monde. Et qu'est-ce que ça ferait si t'en visitais pas un? Ben, rien. Mais j'aimerais ça le visiter. Je suis un vrai curieux. Curieux des autres, curieux du monde. Mais t'aimes pas curieux... le compromis. Non. Ben, la vie est trop courte, Marie-Claude, pour le compromis. La vie est trop courte. Mais sauf je suis que... pas en couple parce que la vie est trop courte pour être en couple. Comme la vie, tu la vois courte, est-ce que c'est pas une occasion de faire des choix, justement? Ben, j'en fais. Je suis obligé. Mais là, tu vois, mettons, c'est niaiseux. Moi, j'adore lire. J'adore les auteurs. Puis là, je me suis rendu compte que je lisais beaucoup, mais que je n'avais jamais lu, mettons, Tolstoï, Zola. Puis là, j'allais mourir sans avoir lu ces grands auteurs-là. Fait que j'ai fait une liste des grands auteurs que j'ai pas lus. Puis là, faut que je les ai lus avant de mourir. Et si tu le trouves plate, Tolstoï, vas-tu le lire Je pareil? le lis pareil. Pourquoi? Parce que là... Coché. Mais là, c'est comme si les autres ont une importance. Ben non, mais je me dis, voyons, si tout le monde dit que c'est bon, ça doit être bon. Ben c'est ça. Donc, l'opinion des autres, tu veux pas être à part. Non, par curiosité. Je me dis, ben, par va curiosité, jusqu'au bout. OK. Va jusqu'au bout. Il y a quelque chose que tu comprends pas dans Tolstoï, mais tu vas peut-être finir par comprendre. T'es pas un niaiseux, Serge. Par contre, sur les œuvres d'art, j'essaie d'être respectueux puisque c'est mon métier, d'aller jusqu'au bout. Et le nombre de fois que je suis parti d'un restaurant, que je suis parti je suis sorti d'un avion en retard parce que la vie est trop courte. Puis que ça, je finis pas. Je finis pas mon repas parce que c'est pas agréable, puis que je vais aller manger ailleurs parce que la vie est courte, puis je veux manger ailleurs. OK, t'es tout le temps comme ça? Oui. Mais t'es-tu fatigué? Non. OK. Non. mais les gens autour de toi, là, Oui. ils sont épuisés? Eux sont fatigués. Ils sont épuisés Oui, parce qu'ils décident. oui. C'est tes choix. Oui. Tu vas trop vite pour qu'on fasse des choix à côté de toi, là. Puis moi, je demande à personne de me suivre, mais tu sais, je fais... Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, je décris le site. Je suis tanné de me faire traiter comme ça, là, je m'en vais. Puis là, ils font, ben là, calme-toi, là. Là, je fais, mais non, mais je vous dis pas de vous en aller. Moi, regarde, je vais être de l'autre bord de la rue, là. Le petit bar, l'autre bord de la rue, là, viendrait me rejoindre. J'ai pas de patience. J'en ai pas. T'as-tu envie de t'en aller, là? Non. Ça me fait quasiment peur. Non, parce que c'est moi qui parle. Je trouve ça intéressant. J'adore ton honnêteté. Et moi, j'aime ça des gens comme toi. Parce que tu sais qui tu es. Mais c'est clair. C'est clair. Tu marches pas sur des œufs, mais en même temps, ça fait 3 fois que tu me dis c'est peut-être niaiseux. Oui. Ça m'étonne que tu dises ça. Non, parce que moi, je pense que je fais plein d'affaires qui sont niaiseuses. Cette peur de la mort-là, c'est... A toujours été là, cette peur-là? Hey, enfant, là. Enfant. Je me couchais le soir en ayant peur de ne pas me réveiller le matin. Je partais à l'école et sur la route, pour revenir, à l'époque, les enfants allaient à l'école à pied. Pouvez-vous croire ça? Sur le retour, je me disais tout à coup qu'il y a des voleurs, des bandits qui sont allés à la maison puis ont tué mon père, ma mère puis ma soeur. Puis j'arrive puis je vais être tout seul. Puis j'arrivais à la maison en larmes. Puis ma mère disait, qu'est-ce qu'il y a? Je n'avais peur que vous soyez mort, qu'un bandit vous ait tué. Oui, c'est là depuis tout le temps. Est-ce qu'il y a des moments où tu y penses pas? Bien, je vais le dire autrement, il n'y a pas une journée où j'y pense pas. Il n'y a pas une journée où j'y pense pas. Il n'y a pas un soir avant de m'endormir où j'y pense pas. Pas que j'ai peur de mourir dans la nuit, là, mais de dire, je veux pas mourir, je veux quand même savoir ce qui va se passer demain. Je veux être à la première de Waitress. Je veux voir mes amis. Je veux être à la fête de ma sœur. Je veux lire le prochain livre. Alors que tu dis, quand je vais être mort, je vais mourir. Ah, tu parles de la maladie?
si je suis malade puis je souffre beaucoup, mais que je peux aller voir des amis puis voyager, j'aime mieux ça que mourir. Est-ce que tu poses des questions, genre, est-ce que tu vas être incinéré? Est-ce que tu vas être enterré? Est-ce que tu te rends jusque-là? Non. Ça, c'est trop lourd, ça. Ben, ça m'intéresse. Je vais être mort. Qui va décider pour toi? Je pense que c'est ma sœur qui va être pognée avec tout ça. Est-ce que tu es en règle, ton testament? Non, parce que la monde qui a peur de la mort, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Fait que j'ai pas de testament. Je veux pas. Fait que tu laisses le trouble aux autres. Ouais. Je sais. Je suis pas fier de ça. Je pourrais pas m'asseoir faire un testament, parce que faire un testament, ça veut dire que je vais mourir un jour. Ben c'est ça. Mais c'est très, très dur de faire un testament. Ouais. Tu sais, quand tu as des enfants, ils vont dire, bon, mettons, toi, tu meurs. Tu meurs avec Mario. Tu meurs avec Mario puis tes enfants. Hein? Ben non, ce scénario-là ne se peut pas. Moi, ça se peut. Oui, mais les enfants... Mais vous, tu sais, Mario et toi, vous avez des enfants. Fait que tu réfléchis à tout ça, tu veux pas les laisser avec ça. Moi, j'ai personne. Mais il y a quand même quelqu'un, là, t'as plein d'affaires. Oui, il y a des gens que j'aime. C'est ça, fait que ton testament, là, faut-être un exécuteur. Oui, mais il doit y avoir une espèce d'affaire de la loi. Mais c'est un paquet de troubles. Regarde, si tu le faisais, là, tu simplifierais. Mais je le ferais pour qui? Mais pour toi, mais non, mais tu le fais. Mais tu le fais parce que tu as quand même travaillé toute ta vie, tu as ramassé plein de choses dans ta vie. Oui, mais ça ne disparaîtra pas, ça. Ben non, mais qui va s'en occuper? Je sais pas, mon parent le plus proche va si hériter. tu veux que ce soit ta sœur, là, ben pourquoi tu l'écris pas? Je sais bien. Parce que si je l'écris, ça veut dire que je vais mourir. Mais tu vas mourir. Mais non. Tu sais, je veux pas te faire une crise Non. de panique. Ben non. OK, toi, tu mourras pas, mais Ben, OK. je pense OK, pas. mais admettons, Serge. Hey, là, on est rendu dans les Ouais. affaires de la vraie vie. Tu sais, pas un certificat, mais en cas d'inaptitude, Oui. un mandat, là, Oui. c'est plus de même que ça s'appelle, mais je pense que les gens vont comprendre. Est-ce que tu as ça? Non. Ben ça. Par contre, j'ai une entente de les yeux dans les yeux. Sauf avec que ma sœur. OK, mais c'est légalement, juste, ça vaut rien. C'est légalement parce que ça va vite. Quand ça Puis arrive. moi, ma mère est morte de l'Alzheimer. Puis moi, tout le monde autour de moi est averti qu'à partir du moment où je me souviens plus de ton nom, arrangez-vous pour que ça se termine. Je veux pas avoir la fin de ma mère, qui reconnaissait même pas ses enfants. Ça, je veux pas ça. Moi, je suis un gars, je pense, intelligent, rapide. Et je veux pas finir ma vie comme quelqu'un qui reconnaît pas ses proches. Est-ce que tu trouvais que c'était dur pour ta mère, c'était dur pour toi? Alors, c'est très égoïste ce que je vais te dire. C'était dur pour moi. C'était dur pour nous. Elle, je sais pas. On sait pas. Ouais, ça, on le sait pas. Mais moi, j'ai fait quelque chose de pas... dont je me vante vraiment pas. C'est moi le dernier qu'elle a reconnu dans les enfants. Après ça, c'est même prendre pour mon père, qui était déjà mort. Et moi, quand elle m'a plus reconnu, je disais à mes frères et sœurs, moi, je vous le dis, je vais plus la voir. Ça me fait trop mal que ma propre mère me reconnaisse pas son fils. Et ma famille, moi, on est très... c'est ton choix, il n'y a pas de problème. Personne ne me fait la morale, personne... Donc, ça a pris 5 ans avant qu'elle meure. Entre le moment où elle est morte puis le moment où elle ne m'a pas reconnu. Et c'est très drôle, parce que j'ai fait mon deuil le jour où j'ai dit, c'est plus ma mère. Elle me reconnaît pas. Donc, j'ai fait mon deuil 5 ans avant. C'était terminé. Parce que, dans les faits, elle n'existait plus. Cette femme qui m'avait élevé, qui m'avait initié au théâtre, qui était une femme hyper élégante, elle n'existait plus. Fait qu'elle était morte, ma mère. Il y avait une autre femme, là. Mais qui avait quand même besoin de soins. Alors, c'est sûr que ça m'avait dit, mes frères et sœurs, nous non plus, on s'en occupe plus. Là, j'aurais fait, ben voyons. Je comprends. Tant qu'elle avait des gens qui s'occupaient d'elle, puis c'est très drôle parce que c'est une maladie, c'est dur pour les proches. Alors, ma sœur, y allait beaucoup plus que... c'est elle qui allait 2-3 fois par semaine. Et ma mère lui faisait toujours, « Ouais, ça fait longtemps que t'es pas venu. » Puis une fois, ma sœur s'est fâchée en disant, « Ouais, puis Serge, lui... » Et ma mère lui répond, « Serge, il vient tous les jours. » C'est fou. Alors que moi, j'y allais pas. Donc, c'est dur pour qui? C'est dur pour ma sœur. Ouais. C'est dur pour mon frère. Pour moi, moins, parce que je me suis retiré, mais j'étais incapable. Incapable parce que je l'avais perdu, ma mère. Je l'avais perdu, on n'avait plus de souvenirs communs. Elle savait pas qui j'étais. Moi, à partir de l'âge de 18 ans, à mon anniversaire, j'envoyais des fleurs à ma mère. C'était écrit « Merci » sur la carte, c'est tout. À mon anniversaire. Et je me souviens un peu en quelle année, je lui ai envoyé des fleurs. Merci.
Et elle a demandé à tout le monde, c'est qui ça? C'est qui m'a envoyé des fleurs le jour de ma fête? Ben, tu fais un deuil. Tu fais, ma mère sait pas ce qui s'est passé le 16 avril. Puis là, c'est pas un deuil d'ego, là. C'est un deuil de relation avec une femme qui t'a donné la vie. Et ta mère. Ouais, c'est ça. Mais ton histoire, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans, cette difficulté-là. Quand t'es pas reconnu, quel est le sens d'être présent? Et tes racines, c'est cette personne-là qui t'a fait, là, je parle pas juste accoucher, qui t'a dit qu'on sacrait pas, qui t'a dit qu'on se tenait comme ça à table, qui t'a pris dans ses bras, qui t'a bordé la nuit, elle sait pas qui tu es. Ouais, Et toi, tu veux pas vivre ça? non. Puis tu fais pas de mandat en cas d'inaptitude ni de testament? Mais là, peut-être, Marie-Claude, peut-être que tu vas me convaincre. Peut-être que tu es en train de me convaincre. Ben moi, je trouve que ça apporte de la paix et ça laisse rien aux autres. Tu sais, c'est décidé d'avance. La personne va le savoir. Après ça, tu n'as plus besoin d'y penser. Tu fais ça une fois. Après ça, c'est fini. Pas une bonne journée. Ouais. Il n'y a jamais personne qui va là en disant hey, c'était vraiment le fun. Non. Toutes ces belles questions auxquelles j'ai pas envie de répondre. Ah, puis moi, j'ai plein d'amis là, qui savent. Tu sais, j'ai une maison en Italie, j'ai un appartement à Paris, j'ai un appartement à Tu pensais Montréal. comment c'est compliqué ton affaire? Oui, puis qui disent, là, fin testament, Ouais. là, qui va? Ouais. Puis parce que moi, mon héritage, il n'est même pas le fun, il est de trouble. C'est que si tu hérites d'un appartement à Paris, tu le veux-tu pas, faut que tu le mettes en vente avec des Français. C'est ça. C'est parce que c'est pas un c'est comme tu l'as dit, ça peut être un cadeau, mais c'est pas un cadeau à gérer. Ouais, c'est pas un cadeau à gérer. Ouais. Ça fait que je pense que la personne a mieux d'être prévenue. Puis après ça, t'es en paix. Tu sais, t'as pas à refaire ça à tous les 5 ans. Mais je suis là. en paix, Marc-Claude, vu que j'y pense pas. Ben, c'est ça, mais sauf que la personne qui, quand C'est tu vas- égoïste, mais c'est égoïste. moi, il y a quelqu'un qui va taillir un peu après, Oui. là, si tu laisses tout ça. Oui, mais en même temps, t'as un bel héritage. Moi, Ouais. je trouve qu'il faut honore ton héritage. Non, mais t'as raison. Arrête, t'as raison. C'est ta trace qu'il faut. Mais je vais t'appeler. Dès que j'ai fait mon testament, oui, je vais t'appeler. Oui, parce que je trouve qu'il faut t'honorer tout ce que tu as construit, Serge. Oui. Tu sais, donne pas ça comme Je un te le paquet dis, de troupes. ça va faire Tu son vas- petit chemin, puis je vais Parfait. t'appeler. Ben, c'est bon. Alors, on passe au niveau jaune. Alors, tu vas m'en donner 4. On les passe, tu m'en Moi, ma donnes carte 4. verte, là, on la tourne quand, là? Ben, tu l'as déjà répondu. Ah oui, la t'as carte raison. verte, Tout Mon est Dieu, fait. je suis pas. Ouais, c'est pas grave. Regarde, je suis là pour ça. Je suis la maître du jeu. Donc, tu m'en donnes 4. Mais quelle discussion intéressante, parce que là, je me rappelle que moi aussi, mon testament, je vais y aller. Il est vraiment pas à jour. Parce que c'est ça, moi aussi, je trouve. Je te questionne parce que personnellement, je trouve que c'est vraiment quelque chose de difficile. As-tu de la facilité à t'adapter? À quel moment de ta vie as-tu dû te tenir debout? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Quel type d'amoureux es-tu? Tu veux-tu choisir entre ces deux-là? On peut répondre à ces deux-là. OK. Tiens. On va commencer par as-tu de la facilité à t'adapter? No! Je m'attendais. je m'attendais pas, oui. Mais à ce point-là, Ben, c'est l'Asperger, c'est ça. je dois dire. C'est ça. C'est l'Asperger. C'est une rigidité. C'est une rigidité. Donc, tu vois, là, les gens pensent que je suis riche. Je me suis acheté un appartement à Paris parce que je travaillais beaucoup là-bas. Moi, je pense que t'es riche. Non, là. vraiment pas. OK, Je t'es suis pas metteur riche. en scène. Ben, je sais pas, c'est ça. T'as tellement une vie Non. éclatée. Toutes mes sous, je la mets dans des apparts, des argent. J'ai pas d'argent placé. J'ai des... OK. Parce que je veux profiter. C'est ça. Ouais. Toi, tu vis comme si Mais tu... là, j'ai m'acheter un appartement, pas parce que j'en avais besoin, il y a des Airbnb, tout ça, mais j'étais plus capable, l'Asperger était plus capable de passer d'un appartement à l'autre puis de se refaire un quotidien, des habitudes, replacer les meubles, changer les draps parce que les draps piquent trop. Fait que là, je me suis fait un appartement pour... Alors non, je m'adapte pas facilement. Mais c'est moi qui ai le contrôle de mon adaptation. C'est-à-dire que si je dois demain matin aller travailler en Afghanistan, ben, je vais tout organiser mon affaire pour m'adapter. Mais c'est toute une job. C'est tout un chantier. Ça te prend quoi, toi, dans ta vie pour être bien? Une routine. Peu importe. Une routine que j'ai choisie. Avec un appartement où je me sens bien, avec des draps qui piquent pas. Parce que c'est ça aussi, t'as une hypersensibilité, là. au niveau- Ouais, les gens qui ont ça, ils savent pas ça, mais tu sais, moi, ça m'a pris des années là, à trouver les bons t-shirts, les bonnes chaussettes, pour pas que ça me dérange, la couture de la chaussette, la texture, les draps. Quand le bambou est arrivé, je suis venu fou comme de la marde. OK, fait que ça, le bambou, ça marche. Ça marche.
Fait que, tu sais, t'arrives dans un Airbnb où il y a des petits draps. Alors, moi, je me promène avec mes draps partout dans le monde. Je me promène avec mes... Fait que tu le sais que t'es comme ça. Après ça, tu sais, je te le disais tantôt, je suis pas résilient, je m'adapte pas. Je suis... Non. Je suis pas... tu sais, la fable, le chêne et le roseau. Moi, il y a le danger que je casse. Je plie pas tant que ça. Je plie pas tant que ça. Mais je suis un chêne solide. Est-ce que tu plies plus qu'avant? Est-ce Alors, que ça rempire, ça? Non, ça Non? n'empire pas. Mais moi, je crois beaucoup à la chanson de Céline et de Jean-Jacques Goldman. Je ne change pas. On ne change pas. On ne change pas. Ouais. Moi, je suis le petit Serge Denoncourt de 5 ans qui a juste appris à contrôler ses peurs, ses angoisses, sa peur de ne pas être compétent, de décevoir. Mais je suis le même. Le même. Et je le reconnais. J'ai 62 ans, puis je le reconnais, le petit Serge. Alors, on s'améliore, mais on change pas. Ça, je suis sûr de ça. Fait que quand vous regardez votre enfant qui a 5 ans, là, dites-vous que c'est lui qui va avoir 20 ans puis qui va avoir 30 ans. C'est le même. Essayez de l'aider à s'améliorer, mais essayez pas de le changer. Il changera pas. Ses peurs, ses angoisses, ses bases sont installées. C'est Sont ça, là. on peut apprendre à vivre Ouais. avec, mais on le sait que ça, c'est là. T'as raison, c'est Ouais. vrai qu'on change pas. Ouais. C'est vrai. Mais cette chanson-là, moi, je l'aime beaucoup d'ailleurs. C'est que des costumes Ben oui. qu'on porte, mais... Puis on fait semblant Oui. pour traverser à travers la société. Moi, j'arrive chez nous le soir, là. Je me mets en boule, en pyjama, je regarde la TV, puis je suis le petit gars de 5 ans qui regardait des bonhommes. Puis t'es en sécurité. Je suis bien. C'est bien. Moi, là, la COVID, là, te dire comment j'étais bien. Te dire comment j'étais bien, parce que venir te voir, aller en répétition, moi, c'est un effort. Tous les jours, en tant qu'Asperger, c'est un effort que je fais avec plaisir. Le théâtre m'a sauvé la vie. Je suis obligé de fréquenter des gens, donc je suis obligé d'échanger. Mais il faut que je me donne un coup de pied dans le cul tous les matins. Quand la COVID est arrivée, j'ai régressé, là, mais beaucoup. J'ai été obligé de voir un médecin. Parce que moi, tout seul, devant ma télé, avec mon sleeping bag, sur mon divan, pas besoin de parler à personne, ça a été un grand moment de bonheur. J'ai pu faire ce que j'ai pas le droit de faire depuis que j'ai 5 ans. Là, j'avais le droit. C'était même recommandé. On te le conseillait Ouais. fortement, mais en fait, t'avais même pas le choix. Tu devais rester chez toi. Puis t'habitais seul. Après ça, là, tu vois, je me confie pas mal parce que c'est un petit peu dégueulasse ce que je vais te raconter. J'habitais seul. Moi, j'étais sûr qu'on allait mourir. J'étais sûr qu'on allait mourir. Fait que j'ai fait, ça vaut plus la peine d'investir dans quoi que ce soit. J'étais devant CNN, je regardais les chiffres, je me lavais plus. Je faisais plus la vaisselle. Je faisais plus le ménage. J'attendais de mourir. J'étais prêt. Parce que tu voyais le nombre de morts Ouais. augmenter en temps réel. Puis l'Asperger, en moi, faisait une affaire qui n'a pas de bon sens. Là. C'est devenu un toc. C'est-à-dire, j'avais le droit d'aller prendre ma douche quand c'était un chiffron qui venait d'être atteint en nombre de victimes. J'avais le droit de me faire venir du Uber Eats quand, mettons, je m'étais mis un chiffre de cas dans le monde. Fait que des fois, je mangeais pas pendant 3 jours parce qu'on n'avait pas atteint le chiffre. Je prenais pas ma douche pendant une semaine parce que j'y allais aux millions. Moi, c'était les millions qui m'intéressaient. Et heureusement, quelqu'un a soupçonné que j'allais pas bien, alors que moi, je trouvais que j'allais très, très bien. Et contre les règles, cette personne a pris son auto puis est venue chez nous. C'est quelqu'un qui a la clé de chez moi puis qui a fait « Oh là là! Oh là 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 là! » Elle a ça va compris pas le bien. désordre. T'as même pas d'idée, là. C'était comme du hoarding, là, comme dans une mauvaise émission de Ouais. TLC, là. Oui. Donc, syndrome de Diogène, là, hein? Quelque chose comme... C'était sale, c'était dégueulasse, c'était empilé. Puis moi, je voyais vraiment pas le problème. On allait mourir. Je ferais pas du ménage dans mes derniers jours de vie. Voyons. J'irais pas me laver, prendre ma douche, alors qu'il me reste... On sait pas combien de temps il nous reste à vivre. Donc, grosse régression. Donc, dès que j'ai pu, j'ai pris un billet d'avion pour aller à Paris pour pouvoir, parce qu'eux, ils pouvaient être sur des terrasses, puis voir du monde,
puis prendre un verre. Et ça m'a plus ou moins sauvé. Il fallait que tu te resocialises. Ouais. Parce que toi, tu n'en as pas besoin de façon naturelle. Donc, c'est quelque chose que tu as comme intellectualisé, ce besoin-là. Moi, c'est un devoir tous les jours de me socialiser. Un devoir que je fais avec plaisir. Puis les gens autour de moi, je les aime. C'est des gens que j'aime. Sinon, mais c'est pas nécessaire. Là. Mais moi, tu sais, toi, tu dois plus savoir comment un enfant, un enfant de moins de tant de mois, là, si t'es pas devant lui, il sait pas que tu existes. Exact. Moi, j'ai un peu ça. T'as gardé ça. Oui. C'est-à-dire que si toi et moi, on se voyait tous les jours, on devenait très amis. Puis là, je m'en vais en Italie 3 ans, puis on se voit pas. Je m'ennuie pas. Je te vois pas. T'existes plus. Puis je reviens à Montréal, on se voit, je suis content de te voir. Mais je m'ennuie pas de toi. T'es plus dans ma vie pendant 3 ans. Drôle de syndrome que ce syndrome d'Asperger. Mais tu te connais bien, puis je pense que ça va peut-être répondre à des questions. Tu sais, même la manière que tu parlais de choisir ton chandail, tes draps, tu sais, tes bas. J'ai déjà entendu ça, des gens, non, moi, c'est juste ce type. Puis moi, qui a pas cet enjeu-là, si tu veux, c'est compliqué, mais je comprends que c'est l'hypersensibilité du corps. Mais même de la nous, peau. les Asperger, il y a des groupes et tout, là, qui disent il y a des nouvelles chaussettes qui viennent de sortir, ils n'ont pas de couture, puis on fait oh wow! Mais c'est le fun, c'est de l'entraide. Là, ça m'amène à justement, je t'avais choisi aussi cette deuxième question-là, parce que tu dis si je te vois pas, t'es pas là. Donc, quel type d'amoureux es-tu? Mauvais. Je suis un amoureux qui a appris parce que j'ai pas ce besoin-là. Moi, j'aime pas l'intimité. Alors, mais j'aime faire l'amour, mais j'aime pas l'intimité. Tout le collage, puis Toi, les préliminaires, c'est pas tant puis ça. le collage, Seigneur. Le collage, c'est quoi, ça? Mais le collage, là, regarder un film collé, là, puis mon Dieu, puis ça, c'est toujours l'aspect. Donc, je pense que j'ai été un bon chum, un bon amoureux, parce que je me forçais, parce que je savais c'était quoi les codes. Parce que c'est ça aussi, en Asperger, on apprend en regardant les autres. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Ah, c'est ça qu'il faut. Moi, avant, là, je disais pas merci, s'il vous plaît. On m'a comme dit, là, je le dis trop. Parce qu'on est un peu. Alors, avec les amoureux, je le faisais, le collage, mais j'aimais pas ça. En plus, comme on a très peur de tout ce qui est inattendu, on en parlait, là, moi, dès qu'un chum me laisse, c'est pas 2 semaines, 3 mois, 6 mois, c'est 2 ans que je fonctionne plus. Parce que tout mon quotidien vient de revoler. Puis j'essaie de me reconstruire. Puis il y a sûrement une peine d'amour là-dedans, puis une peine d'ego. Mais c'est... Fait qu'il y a... attends, je vais te dire ça exactement. 15 ans, j'ai décidé que j'aurais plus de chum. Parce que c'est trop difficile pour moi. Ça me demande trop d'efforts. Puis je suis pas heureux. Fait que j'ai fait, voyons, Serge. Mais est-ce que tu aimes? Je pense que oui. Je pense que oui, mais avec cette étrange chose d'aspect, c'est-à-dire que... C'est ça. Oui, mais je suis tellement jaloux, maladivement jaloux. OK, ça, c'est lourd, la jalousie. C'est lourd pour soi, mais c'est lourd pour l'autre. C'est une maladie. Je suis jaloux, donc je suis pas heureux. Fait que là, tu fais des scénarios. Ah, je fais des scénarios, puis je casse tout dans la maison parce qu'il m'a trompé, parce qu'il est arrivé 2 heures en retard. Donc, quand l'autre arrive... T'es pas dans le même état, t'es pas dans le bon état. Mais il m'a trompé, mais même s'il me dit que non, je le crois pas parce que j'ai fait des scénarios. Donc, je suis malheureux. Quand il me laisse, même s'il me laisse parce que j'ai un caractère de merde, non, moi, je suis sûr qu'il était avec quelqu'un d'autre, j'espionne. Fait que là, j'ai dit, mais voyons, est-ce que tout ça en vaut la chandelle? Et là, depuis 15 ans, donc, j'ai plus de chum, j'ai une vie sexuelle. J'ai des amis, des amitiés privilégiées, on va dire. Je me permets pas d'être jaloux avec ces gens-là parce qu'il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de relation. Exactement. Et mon Dieu que je suis heureux. Mon Dieu que j'aurais aimé savoir ça plus tôt. Dans le fond, ça satisfait ton besoin. Oui, complètement. Puis je pense aussi que... Je pense pour vrai que je n'étais pas un mauvais chum parce que je faisais des efforts... des gros efforts. Mais ça te mettait quand même dans des états... Oui, puis c'était des efforts, là. Ça venait pas... C'était pas spontané. Il n'y a rien de ça qui était spontané. C'est-à-dire que toi, aller de te coller à écouter la télé, coller, ce serait vraiment pas ton réflexe. À la limite, là, je le faisais en me disant, bon, là, il faudrait bien que je le colle parce que
il va se dire, coudonc, il m'aime plus. Mais il n'y a pas de... Moi, avoir envie d'aller coller, ça n'a jamais existé. C'est un effort. Tout le temps. Fait que là, tu te dis, mais qui a décidé qu'il fallait être en couple? Qui a décidé ça? Puis moi, puis j'aime pas ça non plus. Revenir le soir, comment ça a été ta journée? Ça m'intéresse pas. Mais, c'est-à-dire, ça m'intéresse pas. Si t'es un acteur, mais si t'es comptable, ça m'intéresse pas comment ça a été ta journée. Fait que j'aimerais ça pouvoir arriver chez nous, prendre un petit verre de vin, regarder les nouvelles. Mais non, t'es en couple. Fait que t'es obligé de demander comment ça a été ta journée. Puis il te dit, ben Nicole, elle était encore absente. Ça m'intéresse pas. Puis là, ça paraît quand ça t'intéresse pas. Je pense que oui. Je pense que oui. C'est ça. Donc, pour l'autre aussi, c'est des enjeux. Oui. Puis lui-même, il fait le bon chum. Comment ça a été ta journée? Ça t'intéresse pas de savoir que chose ne savait pas son texte. Puis c'est pas vrai. On fait semblant, là. On est en train de faire semblant. Perte de temps. Perte de temps. Mais on est immortel. Ben, c'est ça qui est fin. C'est ça qui est fin dans le temps. C'est ça qui est fin. On en a beaucoup. Tu sais quoi, mon rêve, là, je vais aller d'un vrai fou. Mon rêve, c'est d'avoir mon nom dans le dictionnaire. Puis qu'est-ce qu'on écrirait? Exactement ce que je pense de moi, c'est-à-dire metteur en scène qui a eu une production importante et significative au Québec. Mais ça se pourrait. Oui, ça se pourrait, mais... Qu'est-ce que tu vas faire? Admettons, là, demain, on annonce que dans le Petit Larousse... J'ai réussi ma vie. Puis c'est pas que c'est important pour moi d'avoir mon nom dans le Petit Larousse. Ce que j'aime là-dedans, c'est que je suis mort. Puis t'es encore j'existe là. quelque part. Toi, tu veux laisser une trace. Oui. Donc, avoir une statue... Oui, puis c'est là que j'ai choisi le métier où, tu sais, le théâtre, quand c'est fini, ça disparaît. C'est pas des films, c'est pas des émissions de télé. J'ai choisi le métier le plus éphémère, alors que j'aimerais ça laisser une petite trace quelque part. J'aimerais ça que dans 100 ans, puis c'est orgueilleux, là. J'aimerais ça, dans 100 ans, quelqu'un dise, c'était qui ça, ce gars-là, Serge Denoncourt? Hein? Attends une minute, puis qu'on aille sur Google, sur Wikipédia, puis quelqu'un dise, hey, il paraît que, ah ouais, j'aimerais Le ça. boulevard Serge Denoncourt. Ah ben là, je serais content. C'est qui, ça? Mais c'est bébé, hein, parce que j'ai aucune raison de vouloir ça, mais oui, j'aimerais ça. Ben, c'est parce que tu le dis à voix haute. Il y en a beaucoup Ouais, qui peut-être qu'ils le disent pas, soit là, mais- mais ils le disent pas. Toi, tu le nommes. Tu vois, moi, tous les honneurs de mon vivant, là, les prix, Ça serait le temps, là. ça me dérange, ça m'intéresse pas. Ah, ça t'intéresse pas? Non. Ben, ça me semble que ça veut dire la même chose. Non. non. Moi, de gagner le meilleur show de l'année, puis tout ça, ça m'intéresse pas. Ah, mais mettons, avoir l'ordre, à moins que tu l'aies Non, déjà eu, là. je l'ai eu. Ah, tu l'as déjà eu? Puis ça? Hey, voyons, je vais te raconter ça, tu vas voir comment ça n'a pas de bon sens. On m'appelle, mon téléphone sonne le matin à 9h, donc je suis pas de bonne humeur. Je réponds, bonjour, c'est je sais pas qui de l'Ordre du Canada. Puis là, je fais, ouais, vous avez été nommé. Hey, ça m'intéresse pas. Je raccroche. On dirait que je comprends pas, c'est quoi. Elle me rappelle, elle dit, il a pas compris. Oui, vous avez été nommé pour être officier de l'Ordre. Ouais, Je ouais. fais, non, mais madame, pour vrai, ça m'intéresse pas. Mon agent appelle pour dire, voyons, est-ce que l'Ordre du Canada t'a appelé? Mais tu dis que ça t'intéressait pas. Je dis, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais voyons, c'est un honneur de citoyen. J'étais là, oui, mais j'en veux pas d'honneur. J'ai pas besoin d'honneur, moi. Et en fait, voyons, là, Michel-Marc Bouchard, qui avait mis mon nom, m'a appelé, m'a dit, voyons. Hey, moi, les honneurs, non. Qu'on se souvienne de moi. Mais t'as Ouais. pas besoin de porter ton Oh, honneur. mon Dieu, non. Le Oh, l'as-tu mon Dieu. reçu, finalement? Oui, je l'ai reçu. Puis, avais-tu quand même une fierté, quelque chose? Ben, j'étais content de faire partie d'une communauté. Il y avait Dany Laferrière avec moi, de dire, ben, coudonc. Mais j'ai pas ça. Moi, tu sais, j'ai gagné à l'époque, il y avait des masques, là. J'en ai gagné beaucoup pour mes shows. Je les ai pas, ces trophées-là. Là. Tu t'identifies pas à Ben, ça. ça ramasse de la poussière. Je sais pas à quoi ça sert. Moi, j'aimais ça que mes acteurs gagnent. Ouais. Mais moi, je m'en fous. Pour vrai, là, en plus, ça a l'air de la fausse humilité, mais pas du tout. Non, je te crois. Moi, là, entre gagner un prix ou me faire appeler pour monter un super show, j'aime mieux qu'on m'appelle, qu'on ait envie de travailler avec moi, que de me dire « T'as fait une belle job l'année passée. Ça, c'est fini. » C'est fini. Niveau rouge, tu m'en donnes 3, s'il te plaît. Je m'en souviens plus, niveau rouge. Niveau rouge, c'est plus personnel. Oh mon Dieu. Là, on parlait pas de toi. Plus personnel que quoi? Non, mais on était très, très loin de toi, là, présentement. Mais c'est peut-être, tu vas voir. As-tu déjà regretté ce que tu as dit à quelqu'un? Oh mon Dieu, oui. Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? Quelle est ta part d'ombre?
On en choisit juste une dans ce niveau-là. C'est drôle, hein? Ils sont quand même plus personnels. Euh, Regarde, quelle est ta part d'ombre, puis as-tu déjà regretté ce que tu as dit à quelqu'un? Regarde, je vais répondre parce que c'est la même chose. Ah, OK. Et les cartes se mettent une par-dessus l'autre. OK, parfait. Ma part, moi, je suis quelqu'un de malheureux. Par tempérament. Puis, à 30 ans, j'ai accepté que ça allait être ça. Donc, oui, j'ai une part d'ombre, je suis malheureux. La vie est lourde, c'est lourd, la vie. C'est pas drôle, la vie. C'est pas drôle de se lever le matin. C'est pas le fun. Je pense pas, justement, on en parlait il y a 2 minutes, d'être en couple avec moi. T'es en couple avec un gars qui a quand même toujours un nuage au-dessus de lui. Toute cette affaire-là crée mon côté bougon, mon côté impatient, qui fait que je dis des choses qui blessent. Et là, à la question, as-tu déjà regretté? Une fois par semaine? Une fois par semaine? Je regrette ce que j'ai dit, la façon dont je l'ai dit, pourquoi j'avais besoin de dire ça. Absolument. Absolument. Puis évidemment, il y a des niveaux. Il y a des affaires que je regrette, puis que t'appelles, puis tu fais hey, « je m'excuse, j'étais juste impatient ». Puis il y a des affaires dures que j'ai pu dire. Mon frère est mort, moi, mais 10 ans avant sa mort, je lui ai dit ce que je pensais de lui profondément. Et toute le malaise que j'avais avec lui, et je ne lui ai pas adressé la parole pendant 10 ans. Puis il y a eu un accident de voiture, puis il est mort. Ben, c'est sûr que je regrette tout ce que je lui ai dit, puis de ne pas m'être réconcilié. Mm-hmm. Fait que ouais. Est-ce que ça, c'est ce que tu as vécu avec ton frère, ça change la donne? Non. Ben non, peux-tu croire? OK. Tu te dis pas, je serais mieux de régler ça pendant que les gens sont vivants? Parce que la mort est si vite arrivée. Mais ma tête me le dit. Mais t'es Là, vas-tu me lâcher avec la mort, Marie-Claude? Ben, on dirait que les cartes sont là avec la mort, c'est fou. Ma tête me le dit que j'aurais dû... Moi, je suis rancunier. Mais rancunier, là... OK. Donc, toi, tu dis des choses qui blessent. Mais si je l'ai dit, c'est parce que tu le mérites. Je considère que tu le méritais. Mais tu vas c'est la façon que c'est dit. Si j'ai été injuste, je m'excuse. Mais souvent, je trouve que j'avais raison. Puis t'es rancunier. Donc, OK, comment ça a l'air à prendre la place, la rancœur? Moi, si on se pogne pour une raison ou une autre, en général, non, il peut y avoir des raisons. Dès que tu me trahis, en amitié, en amour, dès que tu me trahis, tu me trompes, mais tu me trahis, je prends le temps de te rencontrer pour te dire tu n'existes plus. Et là, tu n'existes plus. Le monde n'a pas le droit de nommer ton nom à ma présence. On se connaît depuis 20 ans. On est assis un à côté de l'autre à une première au TNM. Je ne t'adresse pas la parole. Tu n'existes plus. Et comment tu es en dedans dans ce moment-là? Assez bien. OK. Peux-tu croire? T'as pas comme un petit frisson, t'as pas... Mais les gens à côté de moi font, mais voyons, t'es à côté de Marie-Claude Barrette, tu êtes chicané, puis je fais, de qui tu parles? Tu parles de qui? T'as barré. Puis là, ils font, oh mon Dieu, Serge, que t'es lourd. Mais moi, ça n'existe plus. T'en as beaucoup de gens comme ça qui n'existent plus? Tu serais surprise. Ouais. Donc, c'est complexe d'être à tes côtés. Tous les chums qui m'ont trompé. Ils t'ont-tu vraiment trompé? Oui. OK. Oui. Oui, Parce que là, j'ai vérifié. Tous les amis qui m'ont trahi, les amis qui m'ont trompé avec mon chum, ça n'existe plus. Mais évidemment, ça existe puisque j'en fais un cas comme ça. Là. C'est une peine d'amitié aussi. C'est un être humain. Ça en toi, c'est un être humain que tu élimines de ta vie. Oui. Ouais. Mais je suis pas capable de pardonner. Je suis pas capable. Mes ex d'il y a 20 ans qui m'ont fait mal, je leur souhaite du mal. Encore là, aujourd'hui. Je le sais. Regarde comment je suis honnête. C'est pas beau, là. C'est pas beau du tout.
J'ai eu un ex, là, méchant avec moi. Méchant. Mon téléphone sonne. C'est ma sœur qui a su. Elle dit « X s'est fait frapper par un camion. » Fait que je fais « Y es-tu mort? » Elle dit « Non. » Je dis « Ben, tu me rappelleras quand tu auras quelque chose d'intéressant à me dire. » Clac. Là, tout le monde fait « C'est une joke. » Non. Je trouve que cette personne-là devrait disparaître de la planète parce que c'est une personne toxique. Puis je vois pas d'intérêt à s'occuper de cet être humain-là qui est une personne méchante et toxique. Fait que tu vois-tu comment je suis rancunier? Ben, je comprends. Oui. Ben oui, puis c'est même dur à entendre, là. Tu dis ça, tu dis, OK, mais tu portes ça en toi. Est-ce que tu penses que le fait... Hey, je suis pas psychologue, mais j'ai de l'air à jouer à psychologue. Mais tu vois, quand même, on reste toujours dans quelle est ta part d'ombre. Oui. Est-ce que le fait de porter cette rancœur-là et de l'accumuler, parce que clairement, elle s'en va pas, est-ce que c'est ce qui fait aussi que tu pourrais être impatient? Peut-être. Tu sais, il y a quelque chose qui n'est pas léger à l'intérieur. J'entends les gens, il y a des gens dont l'enfant a été assassiné puis qui pardonnent au meurtrier de leur Oui. Hey, moi, là, ça, là, pour moi, c'est des saints, ces gens-là. Oui. C'est des... Parce que tout le monde, tous les gens qui ont vécu quelque chose de très dur vont te dire j'ai pardonné pour passer à autre chose. De toute évidence, j'ai pas compris ce concept-là, moi. Parce que peut-être, probablement que c'est vrai, tu sais, que je pourrais me libérer de ces fantômes-là. C'est pas juste que je m'en libère pas. Je veux pas m'en libérer. Mais c'est ça, parce que si tu me mettons, on se parle plus, tu me revois, je prends quand même encore de la place dans ta tête parce que tu me bloques. Ben oui. T'es conscient de tout Ben le monde. oui, alors ça serait simple de dire salut Marie-Claude, C'est on n'est ça. pas obligé d'aller prendre un verre. Non. Mais tu restes sur tes gardes. Mais je le sais aussi que je te mets mal à l'aise en niant ton existence. T'aimes ça. Ah oui. C'est ce bout-là que t'aimes. Complètement. C'est de sentir que tu me fais réagir. Complètement. Moi, l'idée de vengeance, là, je suis vraiment honnête avec toi, là, l'idée de vengeance qui n'est pas un beau sentiment chez l'être humain. Ben, moi, j'ai ça. Ça peut me prendre 10 ans, 20 ans. J'ai ça, me venger. T'attends dans le détour. Oui, me venger, là. Ou la vie me venge. Souvent, c'est pas moi là, qui va faire la vie me venge. Puis mes amis qui me connaissent bien, ils font tu vas être content. X. Non. Puis je suis content. Mais être ton ami, c'est exigeant, là, être ton ami. Mais je te le dis, oui. Parce que tu ne veux pas être du côté des exclus. Non. Puis même... Ben, non, mais exactement. Puis il y en a qui me le disent. Là, je t'ai pas trahi, là. Non. Parce que si ça part dans ta tête, on revient plus, là. Oui. Si je suis là, je suis là. Mais tu sais, on s'entend là, que tout ça, là, je mets ça sur le dos des autres, c'est un manque de confiance en moi. Ben tellement. Ben c'est sûr, parce que c'est le point commun de tout ça, là. Oui, ça veut dire que j'ai peur d'être trahi, j'ai peur qu'on m'aime pas, j'ai peur d'être trompé. Oui, c'est clair, là. Mais tu sais, j'aimerais tellement ça, moi, avoir cette notion-là du pardon. Je veux pas ça. Mais je pense que honnêtement, ça te ferait du bien. Mais je le sais bien. Ça t'aiderait, Mais je suis bien d'accord avec toi. Moi, je pense que ça ferait ouf, bon, OK. Mais oui. Mais je suis d'accord avec toi parce que tout ça, ça gruge. Mais... Là, moi, je me plais à penser que ça nourrit mon travail de mise en scène. Cette part d'ombre en moi, je la fais travailler aux acteurs. T'essaies d'y donner un sens. Exactement. Puis essaye pas de me l'enlever, le sens, parce que ça me rassure de penser ça. En tout cas, moi, ça me rassurerait pas d'être ton ami. Parce que... Mais attends, mais quand je suis un bon ami. Ben non, mais ça, j'ai pas de doute. Mais tu veux... Justement, tu dis, OK, là, ça, c'est précieux, il faut vraiment... Ouais. Mais si t'es pas une... une traite? Une traite, t'en auras pas de problème. Tout est correct. T'en auras zéro problème. Rose, pauvre puis toi. ce que je trouve beau là-dedans, parce que moi, j'aime bien le fait que, regarde, quand t'es pas là, quand t'es là, t'es là. Ouais. Ça, j'aime beaucoup t'entendre là-dessus parce que c'est que t'es plus dans ton moment, t'es là où ça se passe. Tu vois, il y a des gens que j'aime beaucoup ici, là, à Montréal. Bon, je les vois pas, j'ai pas le temps, je fais une mise en scène, je suis avec toi, etc. Je les vois pas. Et je me suis acheté une toute petite maison en Italie où il y a un petit studio pour les amis. Et là, ben, le monde, ils ont profité, coudonc. Ma sœur, des grands amis disent, écoute, si tu es ami avec Serge, prends le temps d'aller le voir en Italie. Là, il y a juste une chose à faire, c'est s'occuper de toi. Alors moi, là, j'ai le temps. Là, je passe la journée avec ces gens-là, on placote, on prend un verre de vin. Tout le temps que je leur donne pas, là, parce que cet endroit-là a été créé pour ça. C'est un endroit de vacances, c'est un endroit de plaisir. Fait que là, puis moi,
J'adore ça être tout seul. Mais si j'ai des... C'est pour ça que j'ai fait bâtir un petit studio à côté pour pas que les gens soient dans ma maison. Mais moi... Mais t'es bien. T'es bien en Italie, j'imagine. Ah oui. Puis là, les gens viennent me voir puis ils découvrent un autre Serge beaucoup plus relax. Beaucoup plus... qui a plus d'humour dans le sens qu'on n'a pas été servi, coudon. Mais qui prend le temps de prendre les enfants de mes amis pour les amener visiter un truc et les amener... mon trip, là, c'est de les amener prendre un apéritif avec des cocktails non alcooliques. Là, ils ont 12 ans. Des mocktails. Des mocktails, puis ils trouvent ça chic parce qu'on est en Italie, puis ils prennent des mocktails dans des coupes à champagne. Puis ça, je fais ça sans les parents. Là, puis on parle d'amour et de la vie avec une petite fille de 12 ans. Je trouve ça formidable. Fait que, quand j'ai le temps, je m'en occupe de mes amis. Mais aimerais-tu ça avoir plus de temps pour justement être dans cet état-là? Ben oui et non. J'aime tellement ma job, Marie-Claude. Là. J'aime tellement ma job. Là. J'aime tellement ça, faire de la mise en scène. Mais comme je suis pas un robot, il faut que je prenne du temps. Ce temps-là, quand je peux le prendre en Italie avec des amis, dans un autre espace-temps, je sais pas si t'es allé en Italie, oui. mais tu sais, il y a comme quelque chose qui se passe. Oui. Là. Le vin rouge, les pâtes, le soleil, etc. Puis moi, je disais à mes amis, on ne voit pas, on s'ennuie. Ben, qu'est-ce que vous faites au mois de juillet? Ben, prenez 10 jours, venez me voir en Italie. Puis là, je suis ravi, content, là. Puis là, je deviens un peu Asperger, là, je fais le guide. C'est gratis, là. Puis là, je leur dis, fermez vos yeux. On arrive en haut d'une falaise, je fais de la mise en scène. Des vis. Mais l'autre, tu sais, ils font, voyons, on a un guide gratis, ami d'un gars qui vit là depuis 40 ans. Puis t'as du fun. J'ai du fun. Mais t'as trouvé ta place. Oui. Toi, le niveau Eros, je sais, ça te fait pas peur pantoute, hein? Ben, on en a beaucoup parlé, fait que je sais pas Mais oui, qu'on va dire. puis, regarde, écoute, on a fait 6. T'en piges 5, t'en choisis une. Ça fait qu'on s'est dit comme ça, on peut aller dans toutes les sphères. Mais... Pour être sûr que tout le monde est à l'aise. Je vois pas. Mais je sais. Je suis très à l'aise. Mais tu peux en piger une puis répondre. Ah! C'est bon. C'est laquelle? Quel souvenir gardes-tu de ta première fois? Alors, c'est comme si j'avais 2 premières fois. La première fois à touche pipi avec les amis du quartier. Mais c'est une première fois. C'est une exploration. Ouais, OK. Et ma première fois, déception totale. Tout ça pour ça. Toute cette... Tu veux dire, ce désir, pas juste ça, là, les films, les films, l'amour, la musique, la vie sexuelle, l'éveil de la vie sexuelle, les grandes scènes d'amour au cinéma. Puis là, tu te dis, ça va être moi. Puis là, t'es... Parce que moi, c'était pas une relation sexuelle avec n'importe qui, c'était avec quelqu'un dont j'étais tombé amoureux. Et puis là, l'excitation, le climax... L'orgasme, là, je fais, mais coudonc. J'étais un petit peu beurré, sali, humide, mouillé. C'est fini, cette affaire-là, coudonc. C'est non bien plat. C'est pas... Ton château de cartes. Mais je sais pas, je m'attendais à quelque chose de... Je sais pas à quoi je m'attendais. C'était théâtral, en tout cas. Je m'attendais toujours bien qu'il y ait de la musique comme dans un film. Puis des éclairants. Mise en scène, t'avais pas de mise en scène. Puis là, j'ai fait, voyons, j'ai du sperme sur la bédaine. Là, il faut que je fasse semblant que je suis content, mais je veux juste me lever pour aller m'essuyer ça puis prendre une douche. Puis c'est ça là, que tout le monde parle, que c'est supposé d'être l'expérience de ta vie. Mon Dieu, que j'ai trouvé ça ordinaire. Mais qu'est-ce que je te dis? Tu pourrais pas dire que j'ai pas été honnête avec toi, en tout cas. Est-ce que ça a été long avant de faire une mise en scène? Ben, veux-tu savoir quoi? Alors, après ça, premièrement, j'ai su c'était quoi. Fait que là, je savais à quoi m'attendre. Fait que là, j'étais le profite au maximum de ce que t'aimes là-dedans, parce que ça va toujours bien finir par un petit orgasme avec une cuillerée à soupe de sperme. Là. Ça finit toujours de même. Et des fois, c'est super le fun. Des fois, on rit, des fois, c'est agréable. Mais des fois, c'est comme cette première fois-là. Je me dis, voyons, tout ça pour ça.
Moi, je fais du spaghetti, je t'ai acheté du vin, les maudits préliminaires, film Netflix, tout ça, puis je trouve que je trouve qu'on met beaucoup d'emphase sur faut être heureux sexuellement, faut avoir une vie sexuelle, je trouve qu'on met beaucoup d'emphase là-dessus, puis que quand ça t'arrive, quand il y a une complicité, une chimie sexuelle, profites-en, c'est formidable. Ça arrive pas à toutes les 5 minutes. C'est pas vrai avec tout le monde. Des fois, c'est plate. Les femmes, je pense, vous le savez encore plus que les gars, comment ça peut être plate faire l'amour quand c'est plate. Puis que ton chum ou ton amant se zigne sur toi alors que t'attends juste que ça finisse. Fait qu'on est-tu obligé? Tu sais, combien de fois vous faites l'amour par semaine? Y a-tu un chiffre magique? Non, les sexologues vont tout le temps répondre à ça. C'est l'entente du couple ou des deux partenaires. Tu sais, la fréquence, ça appartient à cet espace-là. Quand on parle de fréquence, là, tu sais, je peux te dire, cette semaine, 0, la semaine prochaine, 0, la semaine d'après, 0, la semaine d'après, 8 fois. C'est ça. Parce que j'ai rencontré quelqu'un, parce qu'il se passe de quoi, etc. Puis là, j'ai arrêté de me dire, ben là... Il n'y a pas de réponse à ça. Tu sais, il y a des sexologues qui vont dire, il y a des couples, ça va être une fois par année, mais ils s'entendent là-dessus. L'enjeu dans le couple, c'est quand il n'y a pas d'entente. C'est-à-dire que le désir n'est pas le même. Il voudrait avoir plus de relations sexuelles, puis il y a quelqu'un qui il n'est pas là présent à ce moment-là dans sa vie. Je pense que les gens mentent beaucoup sur leur vie sexuelle. Ils embellissent, ils en rajoutent. Et moi, le nombre de personnes que je vois qui font une petite face comme s'il y avait une vie sexuelle wild, je sais, donc, toi, je te crois pas. Pourquoi t'as besoin de te vanter de tout ça? Je te crois même pas. C'est correct de dire, hey, moi, je suis abstinent depuis un bout de temps parce que ça m'adonne pas. T'as le droit, c'est pas mon cas, là. Mais t'as le droit, tu vois ça, les jeunes woke, là. T'as le droit d'être asexuel. T'as le droit de pas aimer ça ou de pas avoir envie. C'est pas si grave. Puis tu sais, quand t'as un partenaire, ben ça dédramatise aussi. Oui. Parce que des fois, c'est pas facile de communiquer quand on arrive dans la zone intime, mais d'être capable de le dire, ça enlève la pression à tout le monde. Mais c'est pas tout le monde. Non, je le sais. Qui est capable de le dire. Je le sais. Mais c'est une cause de séparation aussi dans les couples, là, l'aspect sexuel, tu sais, parce que il y a comme une déception ou encore quand c'est pour ça que ce que tu disais tout à l'heure, les couples qui sont au même diapason sexuel, qui ont la même envie, la même fréquence, il y en a peu. Tu sais, quand on pense que chez les hommes, ton top c'est à 17-18 ans, chez les femmes, c'est à 35, déjà, ça veut dire, puis je vous le souhaite, mesdames, que toutes les femmes de 35 devraient se trouver un jeune amant qui les satisfasse complètement puis qui est en forme. Mais la société fonctionne pas tellement comme ça. Non, c'est ça, pas tout à fait. Fait que, puis après ça, t'as les femmes qui accouchent, puis pas pour tout le monde, mais moi, j'ai des amis là, qui avaient plus le goût, mais le gars, lui, encore... Je fais, mon Dieu, que c'est compliqué. Ben oui, parce que des fois, c'est quand on accouche, on est en train d'allaiter, on est épuisé. Le bébé est quand même passé par le vagin. Dans certains cas, si tu as eu une césarienne, ben écoute, tu as eu une chirurgie. Moi, je trouve que Dieu a assez bien fait les choses, sauf ça. Mais c'est tough pour me dire, là. Sauf ça, oui, mais la ménopause, tu sais, c'est con. Tout ça. Alors, la ménopause chez les femmes, puis là, je suis pas un expert, fait que je m'avancerai pas. Non, mais je vais te ramener. C'est une chose. Moi, ma mère, elle nous a fait souffrir à sa ménopause, t'as pas d'idée, là. J'avais 5-6 ans, puis à moins 30 dehors, toutes les fenêtres étaient ouvertes, on avait nos habits de skidoo. Elle disait, je m'en fous, moi, j'ai chaud. Je m'en souviens précisément, mais l'andropause qui existe, là, je peux te le dire, t'as un moment à l'andropause où, quand ça arrive, l'andropause, où tu redeviens un adolescent. Et c'est là, le démon du midi, là, que les gars lâchent leurs femmes, puis s'achètent des pantalons en cuir, une moto, puis qu'ils s'en vont avec une jeune fille, beaucoup trop jeune pour eux. Mais ça existe. Je l'ai vécu, moi. C'est comme si t'avais 15 ans. Fait que t'avais envie de... Est-ce que t'allais vers des gars plus jeunes que t'avais... Non, c'était pas tant ça. C'était une grosse libido. OK. Puis mon médecin m'avait dit, profite-en, ça, c'est la crise là, de l'andropause juste avant que tout ça... ça existe, c'est hormonal. Fait que là, il faudrait qu'on le dise, que les femmes sachent que ton mari, là, il va avoir une crise, occupe-toi-en, puis que les hommes sachent aussi c'est quoi la...
Ah, puis de toute façon, ou en tout cas, parlez-en. Oui, mais c'est mal fait, parce qu'au moment où nous autres, on a le goût, oui. là, je fais comme si j'étais bien hétéro, tu sais. Le moment où nous autres, on a le goût, vous, les femmes, mais de quoi je me mêle, je connais rien là-dedans. Mais c'est parce que pour les femmes, tu sais, moi, je peux parler des femmes, c'est qu'il y a beaucoup de fluctuations dans les changements hormonaux. Il y a la charge mentale aussi quand t'as les enfants ou quand t'es proche aidant qui prend bien de la place. Et pour plusieurs femmes, l'aspect préliminaire, c'est important. Pour justement, tu sais, comme mettre ça, je veux dire, comment que je dirais ça, mais essayer de descendre cette énergie-là de la charge mentale, tu sais, passer à autre chose. Oui, tu comprends? Parce que sinon, tu vas-tu avoir une relation sexuelle sinon, tu penses... C'est une espèce de chambre de décompression. Oui, c'est un sas. Oui. Tu comprends? Les préliminaires deviennent un sas. Oui. Puis ça peut commencer par un texto le matin. Tu sais, c'est comme on se prépare tranquillement. Tu comprends? Il se passe quelque chose. Okay. Puis... Mais pour une femme, souvent, de dire « Hey, là, minute, là, excuse-moi, là, mais je suis ailleurs. » Alors que les hommes, ça va être... c'est plus instinctif. C'est, oui. tu sais, il y a une différence. Puis qu'on soit entre deux femmes, deux hommes, je veux dire, il y a quand même aussi des différences entre les individus. Ben, absolument. Fait que je veux pas généraliser, mais tu sais, dans toute la littérature, tu sais, tout ce qui est écrit, puis, tu sais, moi, je l'ai vécu aussi, on a beaucoup de changements hormonaux, on a beaucoup de choses dans nos têtes, puis, mais faut le dire, faut le communiquer. Et oui, la ménopause aussi, c'est pas pareil. Tu sais, t'as la périménopause, la ménopause. Ouais. Il y a des femmes qui vont dire, moi, j'ai vu aucun changement. Oui. Puis il y en a d'autres qui vont dire, écoute, la sécheresse vaginale, la baisse de libido, la fatigue, je me sentais différente dans mon corps, je me sentais pas désirable. Carrière, parce que souvent, quand la ménopause arrive, l'andropause, on est au top de notre carrière. On est bien occupé. Puis là, tout à coup, arrive cette affaire-là qui Toi, tu t'es senti mélange possédé par ta libido? Et là. J'avais 15 ans. J'avais des boutons. J'avais de l'acné. Puis là, t'avais quel âge dans le vrai? 50, quelque chose, là. OK, c'était hormonal pour vrai? Oui. Puis là, avais-tu l'impression d'être impuissant? Pas d'être pas impuissant, mais d'être Non. tout puissant? Ben, pas d'être tout puissant. J'ai comme juste, le médecin me l'a dit, puis j'ai fait, ben, mon Dieu, je vais en profiter. J'en ai profité. T'en as profité? Oui, j'en ai profité. T'as eu du fun? Beaucoup. Parce que je trouve qu'on fait beaucoup mieux l'amour à 50 ans qu'à 22 ans. Oui. Je trouve qu'on sait ce qu'on n'aime pas. Fait que oui. Oui, parce que moi, jeune, et Dieu sait, j'ai consommé, je pense plus comme ma gaspissette que parce que j'avais moi-même beaucoup de plaisir. J'aimais être... T'aimais séduire? Ouais. C'était ça mon gros fun. Pour vrai. C'était vraiment ça. Puis j'étais quand même un gars de bar, là. J'allais dans les disques. J'aimais séduire. Et c'est le grand choc de la vie, ça. C'est qu'à un moment donné, t'es beau, les gens se retournent sur ton passage. Tu marches dans la rue, les gens se retournent, puis un jour, ils se retournent plus. Puis là, tu fais, OK, qu'est-ce qui me reste de séduisant? Ça, c'est un moment dans ta vie où tu dois te dire, j'ai-tu une belle personnalité? Moi, je suis drôle? Je suis intéressant? Parce que l'affaire de se retourner sur son passage n'existe plus. Puis moi, j'ai fait un deuil de ça là, quand c'est arrivé. Là, j'étais, voyons. Puis personne ne me regarde. C'est un gros deuil. Là, t'es en paix avec ça? Oui, complètement. Complètement. Mais tu l'as senti. Ah oui? Oui, pour une femme aussi, on le sent. Cette transition-là entre les deux. Le regard de l'autre, c'est plus la même chose. Non. Mais tu sais, moi, j'ai toujours la phrase que j'haïs, là. Mettons, Serge Denoncourt, il est beau. Puis le jour où tout à coup, la phrase, elle devient Serge Denoncourt, c'est un bel homme. Tu le sais que c'est terminé, qu'il vient de se passer quelque chose, là. Tu sais, Michel Louvain, c'est un bel homme. Bernard de Rome, c'est un bel homme. Puis, je sais pas qui, là, Éric Bruno, il est beau. Tu sais que tu viens de tomber dans une autre catégorie. Mais tu y as goûté quand même à Yébo. Oui, j'ai goûté. La dernière question, c'est drôle parce que souvent, c'est pas celle-là qui est en dernière question. Puis je l'ai choisie pour toi. Puis, écoute, il y en a qui n'ont rien à dire sur cette question-là. Puis j'avais un feeling avec toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Non, j'ai quelque chose à dire. Ben oui. Puis genre, je suis contente que ce soit cette dernière question-là. Tu sais, il y a beaucoup de blagues à mon sujet, puis des blagues que je fais moi-même, puis un personnage télévisuel, tout ça, le bougonneux, là, c'est là, ça.
Moi, j'aimerais ça qu'on dise de moi, aujourd'hui, de mon vivant, mais quand je serai mort, que j'étais généreux. Généreux de mon temps. Si tu as besoin de mon temps, je te le donne. Si tu es dans la marde monétairement, je te le donne. Si tu as de la misère avec ton rôle, je vais prendre tout le temps qu'il faut pour qu'on y arrive, même si je suis impatient, même si je parle fort, parce que je pense que c'est une des plus belles qualités. Il faut être généreux. Il faut être généreux avec les autres. Il faut être généreux avec soi. Il faut être généreux. Et c'est pas une affaire de quantité, une affaire de qualité. Hier, quelqu'un que je connais pas tant que ça, que je suis pas tant ami, m'a appelé pour se confier. Puis je dis à une amie en disant, d'où est partie du principe, elle, qu'elle allait se confier à moi, pourquoi? Elle dit, ben, étrangement, toi qui as une grande gueule, t'écoutes bien. Tu juges pas. Puis moi, je juge jamais. Tu sais, moi, j'ai des adultes dans ma vie qui ont eu des enfants, puis qui ont demandé à leur enfant, c'est une espèce de pas de tradition, mais de façon de faire autour de moi, de dire, je sais que tu ne diras pas tout. Je veux que tu choisisses un adulte dans notre cercle à qui tu vas aller te confier si t'es dans la merde, tu as quelque chose que tu veux pas nous dire à tes parents. La plupart des ados m'ont choisi moi. Je me suis retrouvé, Marie-Claude, avec des histoires, là, des histoires de... et tous ces ados-là savaient qu'il va se fâcher, il sera pas content, mais il jugera pas. Puis tu sais, là, je nommerai personne, mais tu sais, d'avoir des petites filles enceintes qui veulent se faire avorter, puis qui veulent pas le dire à leurs parents. Gros cas de conscience. Et il faut que tu sois honnête. Donc là, je te le dis, je vais le dire à tes parents. Non, mais je te jure qu'ils feront pas d'histoire. Puis là, t'appelles les parents pour dire, là, j'ai juré qu'elle se ferait pas chicaner. Faites-moi pas ça, parce que là, j'ai un lien de confiance, etc. Je raconte ça pour te dire, cette générosité-là, entre guillemets, je l'ai. Je l'ai avec plaisir, avec bonheur, d'aider, d'accompagner un autre être humain. Surtout s'il est en train de se construire, cet être humain-là. J'ai beaucoup d'adolescents, moi, dans ma vie, là, filles, gars, etc. Ces êtres humains qui sont... Moi, j'en ai du temps pour eux. J'en ai. Pour les amener au théâtre, pour les amener pour discuter, pour parler, pour... Ouais. Mais c'est ça que j'aimerais qu'on retienne de moi. Pas tout le personnage public. C'est un bel homme généreux. Ben, plus généreux, mais ouais. Mais généreux, j'aime ça parce que quand tu parlais des Roms tantôt, les jeunes que tu as accompagnés, c'est de la générosité. Je pense que oui, mais tu sais, la générosité, on le sait tous, là, c'est parce que ça nous rapporte. Ben, c'est correct que ça nous rapporte. Moi, ces moments-là, avec des plus jeunes, j'apprends sur cette nouvelle génération-là. Ouais. Avec les Roms, j'ai appris la résilience. Cette générosité-là, elle t'est toujours remboursée. Oui. Tu perds jamais. Ouais. C'est pas comme de l'argent que tu prêtes à quelqu'un qui te rembourse jamais. Si tu prends le temps d'écouter quelqu'un, si tu prends le temps d'accompagner quelqu'un, je te jure que ça te revient. Ben oui, mais quand tu as l'élan de la générosité, tu sens le retour après. Oui. Tu sais, tu le constates. Tu sais, Yvon Deschamps, qui s'est toujours impliqué socialement, disait on s'implique pas pour les autres, on s'implique pour soi. Exactement. Ça veut dire que tu vas faire le bon choix aussi d'implication qui va te parler. Et tu grandis. Et c'est là que tu deviens extrêmement généreux, puis tu t'en vas pas. Tu vas pas fuir parce que tu l'as d'abord choisi pour toi. Mais aussi, puis moi, je suis pas catho, là, tu sais. Mais on est là, je sais pas combien de milliards là, d'êtres humains sur la Terre. À un moment donné, si un de ces milliards-là, là, à côté de toi, souffre puis que tu peux faire quelque chose, je pense qu'il faut le faire. Moi, là, je suis sauvage, j'ai pas besoin des autres, etc., mais je comprends quand même que je vis avec plein de monde autour de moi. Dans une société. Puis qu'il y a
parmi ces gens-là, il y a des gens qui vont pas bien, puis que je suis peut-être là, à ce moment-là dans leur vie, la solution, la réponse, ou en tout cas, le prochain aidant, puis que j'ai pas le choix, parce que sinon, tout va virer tout croche dans le monde si on fait pas ça. Là, je te parle pas d'aller faire des œuvres humanitaires. Non, mais attends. Avec tes amis autour de toi, là, oui, tu sais. à la hauteur de ce que tu as envie de faire. Merci, Serge Denoncourt, de ta vérité. C'était un plaisir. S'il y a une affaire que j'avais pas prévue, c'était de parler de la sexualité féminine. J'étais prêt à parler de n'importe quoi, mais j'avais pas prévu. Mais tu n'as entendu parler déjà. Et là là. C'est ça, on sent quand même que tu as côtoyé la sexualité féminine. Merci, Marc-Claude. Merci, ça a été vraiment un plaisir de t'avoir à Ouvre ton jeu. Merci tout le monde d'avoir été là. Écoute, je suis sûre que tu as suscité de vives réactions. Tu me diras ça. Ben, on te dira ça. Bye-bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.